si on doit écrire un plan avec 5 millions en donnant 30% d'equity à un VC, est-ce que ce plan est meilleur? On n'a jamais répondu oui à cette question et du coup, on n'a jamais levé. C'est surtout ça. C'est bien de dire 1000 clients, mais 1000 clients au bout de 3 ans, c'est 1000 factures mensuelles, 1000 personnes qui payent pas toujours en temps et en heure, donc des relances. Ouais, ça me permet de savoir comment je lui vends la prochaine features du coup. C'était une bonne question, Thibaut. Répétable, ouais, ok. Bah, Thibaut, le premier sujet, c'est de se dire, ok, j'ai la vision de mon produit, j'ai les éléments, mais est-ce que ça fait de moi le meilleur commercial de la boîte? Eh ben, pas forcément. Et la première fois qu'on s'est rencontrés sur Merch, c'était de dire, bah voilà, mon produit, il marche, j'ai des clients et autres, et je me pose une question, c'est est-ce que je dois être le CTO de ma startup ou est-ce que je dois être le directeur co de ma boîte? Et ma réponse a été de dire, mais est-ce que t'es dirco de base? Non. Bah donc, reste CTO, puisqu'a priori, c'est ce que tu sais faire. Et d'ailleurs, je t'avais présenté un dirco à l'époque. En fait, on a parlé tout à l'heure j'avais créé Merch sur Nasigno, il y a eu le rachat avec Masbury, où on est devenu à trois associés. Qui a été revendu à Isance et finalement avec la vente de la société il y avait ces earn-out de 2 ans où on les a fait chez Isance et moi j'avais décidé de faire une coupure avec ma famille entre les deux. On avait fait un petit tour d'Europe pendant 2 mois. Moi, si demain je devais monter une boîte tout seul, à chaque rendez-vous client je pivote. Et donc, ça tombe, tu vas avoir Addingwell gratuit pendant un an et demi, sans aucun problème, avec tout cet élément qui va se dérouler. Et au bout d'un an et demi, bah forcément, ça fait partie de tes process de décision. Et là, on est presque dans le loup de Wall Street où je te demande de signer avec quelque chose. Envoie-moi le lien Stripe. Donc, quand vous avez Facebook qui souffle dans votre voile, a priori, ça marche un peu mieux. Et là, maintenant, on est à peu près à une centaine de nouveaux clients par mois, ce qui fait que l'histoire est un peu folle. Mais quand même, sur les premiers mois de commercialisation, on travaille avec le groupe Rocher, on travaille avec Maison du Monde, très vite sur des phases de pilote, de POC, parce qu'on reste quand même une start-up. Après, nous, il y a des anecdotes drôles. Notre premier client, on ne savait pas qu'on avait un client, parce qu'en fait... il ne pourra pas payer parce que le module de paiement n'était pas encore live. Donc, ça. Ce qu'on a construit, ça a vraiment de la valeur et que si un annonceur veut faire le même chemin, c'est impossible. Jamais tu vas mettre pendant 3 mois des mecs qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble pour bosser sur ça. J'aime bien aussi les trucs un peu d'entrepreneur. On parle de Give First. Bah, en fait, nous, la première année, on donne du temps. Moi, je pitch avec eux, j'aide, je forme les commerciaux des propres agences et Jérôme et son équipe côté support. Et ils ont vu le server-side en disant, mais j'ai pas de questions à me poser, je peux travailler 4 jours sur 5, le 5e étant ma passion, et avoir une vie de freelance qui est top. J'espère qu'ils diront grâce à Addingwell, au moins au server-side, et certains diront grâce à Addingwell. Donc, conscient du problème, ils veulent la solution. La solution, c'est le server-side, et on est aussi sur un marché où le tagging, le tracking est fortement externalisé. Et c'est à ce moment-là, plutôt qu'on se rend compte, c'est que chaque annonceur dit, OK, je suis conscient que j'ai le problème. Est-ce que vous avez... On obtient des oui quand on est commercial. Est-ce que vous êtes conscient du problème? Oui. Est-ce que vous avez capable de le chiffrer? Oui. Si jamais je vous amène une solution qui vous résout à ce problème, est-ce que vous souhaiteriez l'implémenter? La réponse est oui. Bah, quand on y va, quand j'aurai le temps ou quand j'aurai quelqu'un pour le faire. Et c'est à ce moment-là... Et on y reviendra après, mais on a démarré Addingwell à 6 personnes quand même, donc il fallait à un moment qu'il y ait quand même quelque chose qui rassemble tout le monde. J'ai rejoint une boîte d'une 50aine de personnes et j'ai fini dans un groupe mondial de 15 500 personnes coté en bourse qui fait 7 milliards. Je sais pas si on a pivoté, mais en fait, on a surtout démarré la boîte sans savoir exactement ce qu'on allait vendre comme produit. Avec un why chez Addingwell qui était d'aider les e-commerçants à adopter les nouveaux standards du marketing et de pouvoir capturer de la valeur sur un marché qui évolue tout le temps technologiquement. Si je dois me définir, moi je suis plutôt un entrepreneur par accident, parce que je ne suis pas comme vous deux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Barthes et Julien Decroix dans l'émission En toute transformation. Vous êtes ici pour
une raison bien simple. Vous m'inspirez. Vous avez fondé Addingwell en 2021 et seulement 3 ans plus tard, vous comptez déjà 1000 clients entreprises. Ce n'est pas votre première aventure, loin de là. Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Une décennie marquée par des défis, des victoires et une amitié solide. J'ai lancé Maceberry en 2011, un éditeur de logiciels SaaS pour les e-commerçants. Et on reviendra sur ce point puisque Addingwell est aussi un éditeur de logiciels SaaS pour les e-commerçants. Donc après 2011, c'est en 2014 que Romain m'a rejoint en tant que directeur commercial et on s'est associés. Ensemble, nous avons traversé des moments fun et magiques, notamment la fusion-acquisition avec la société de Julien. Julien qui avait créé la société Merchandising.io quelques années auparavant, qu'on a racheté pour 1,2 million d'euros. À 3, nous avons dirigé ces 2 entreprises fusionnées avec succès et que l'on a finalement revendu pour 9 millions d'euros en 2018. Le plus passionnant aujourd'hui, c'est de parler de votre nouvelle réussite avec Addingwell. Vous avez réussi en un temps record à vous imposer comme des serial entrepreneurs. Je suis impatient de découvrir vos clés de succès, les décisions qui ont fait d'Addingwell ce qu'elle est aujourd'hui. Alors messieurs, j'ai une première question. Comment fait-on pour réussir aussi vite et aussi bien ? Je vais vous laisser vous présenter, mais je reviendrai très rapidement sur cette première question. Romain, Julien, pouvez-vous vous présenter ? Tu vois, Comme tu veux. J'ai 38 ans, j'habite à Lille avec ma femme et mes 2 enfants. Et je suis le président d'Addingwell et quelqu'un qui est passionné par le produit et l'entrepreneuriat. C'est même pour moi un peu la même chose, le produit et l'entreprise. J'ai toujours vu ça comme la création d'un système, de quelque chose qui crée de la valeur. Et voilà, du coup, je suis ravi d'être là avec toi, Thibaut et Romain, pour parler un peu de Maceberry et d'Addingwell. Et bonjour à tous, Romain, j'ai 40 ans, 3 enfants, et puis j'habite un peu plus au nord, à Neuville-en-Ferrain. Si je dois me définir, moi je suis plutôt un entrepreneur par accident, parce que je ne suis pas comme vous deux, des entrepreneurs par destination ou par envie. C'est plus mon histoire qui m'a amené là, et la rencontre d'ailleurs avec Thibaut, et peut-être même la deuxième rencontre avec Julien, avec lesquels maintenant je suis associé des 2 côtés. Et j'ai plutôt un background plutôt sales and marketing, donc je m'occupe plutôt de la notion de go-to-market, de fabrication, de storytelling, et peut-être que c'est l'une des clés de succès de nos entreprises communes. Et quels sont vos rôles dans l'entreprise ? J'ai compris que Julien donc, était sur la partie produit, et toi, Romain ? Ouais, on a séparé sur Addingwell les deux éléments qui sont plutôt liés à notre casquette. Donc un rôle de président plutôt chez Julien sur tout ce qui englobe le produit, les opérations et l'administration de la société. Et chez moi, plutôt le rôle de CEO, où je vais être plutôt responsable de la top line, des objectifs. Et donc ça inclut sales, marketing, suivi client, et également ce côté un peu corporate, happiness officer, comme on les appelait il fut un temps. Avant Addingwell, dans quel secteur avez-vous travaillé et en quoi cela vous a inspiré à lancer Addingwell ? Du coup, avant Addingwell, enfin, bien avant du coup, moi j'ai travaillé ma première expérience professionnelle, c'était chez Red Cats, qui était du coup le groupe Pinot Printemps Redoute. J'ai travaillé là-bas en tant qu'analyste. L'idée, c'était le début du web, et j'étais web analyst, qui est un mot qui n'existe plus vraiment, puisqu'à l'époque, c'était un peu là tout faire, qui faisait à la fois de l'analyse, mais aussi des sujets un peu plus techniques. C'était le début de l'A/B testing, etc. Et vraiment, pour vrai, c'est vraiment là-bas où j'ai fait mes armes, j'ai découvert le monde de l'entreprise. Et je pense que quand je suis arrivé chez Red Cat, c'était à l'époque, je pense que tout le monde connaît maintenant l'histoire de chez Redoute, qui était en pleine mutation, on va dire, de son modèle, avec un modèle de distribution qui était complètement perturbé, parce qu'il y avait du coup c'était l'arrivée de Zara, H&M, enfin il y avait un modèle de distribution qui arrivait sur le retail et qui cartonnait, et il y avait l'arrivée du web, avec Redoute, qui était au départ la vente avec un catalogue, avec ce qu'ils appelaient le Big Book en interne, qui était le gros catalogue qui servait sur cette partie-là. Et finalement, dans cette première expérience où j'étais aussi
à l'école en même temps en train de faire une majeure stratégie où en fait tu vois plein de choses ultra théoriques, mais tu vois comment en fait tu apprends à disséquer un modèle et à comprendre comment il fonctionne. Et en fait, en me voyant Redoute en pleine transformation, ce que tu découvres vraiment, c'est que c'est super compliqué quand tu es e-commerçant et que tu as un modèle bien précis de t'adapter et de pouvoir capturer de la valeur sur un marché qui évolue tout le temps technologiquement. Et finalement, cet élément-là, je pense, c'est un élément qui m'a, moi, pas mal marqué, qu'on a un peu recréé avec Addingwell, avec un why chez Addingwell qui était d'aider les e-commerçants à adopter les nouveaux standards du marketing. Et finalement, on y reviendra après, mais Addingwell, au début, quand on l'a créé, on savait pas exactement ce que ça allait être, pour le coup, dans le quoi, tu vois. Vous avez pivoté. Je sais pas si on a pivoté, mais en fait, on a surtout démarré la boîte sans savoir exactement ce qu'on allait vendre comme produit. Par contre, on avait ce why qui était à peu près clair, et chez Romain et chez moi. Et je pense que ce why-là, finalement, moi, si je retrace le truc, ça remonte un peu à cette époque de chez Redoute. Après, j'ai créé Merchandising.io, comme tu le disais, qui était un peu dans la même logique. Mais c'est toujours un truc qui m'a un peu drivé, cette partie-là. Top. Et de mon côté, pas forcément de grandes écoles, mais plutôt un parcours qui a rapidement démarré dans le monde de l'entreprise. J'ai été la première génération des contrats de professionnalisation. Et donc, et j'ai fait en fait un peu tous mes galons. Côté sales, j'ai démarré stagiaire SDR, à prendre des rendez-vous pour des commerciaux, à les écouter, à me dire tiens un jour j'aimerais bien faire mes premières démos. Donc ça c'est toute l'aventure Experian, donc qui est aussi un groupe qui a muté. On a démarré en startup à Distar, puis Emailing Solutions, puis racheté par Cheetahmail, et enfin racheté par Experian. Donc j'ai rejoint une boîte d'une 50aine de personnes et j'ai fini dans un groupe mondial de 15 500 personnes coté en bourse qui fait 7 milliards. Donc c'est hyper enrichissant parce qu'en fait chaque étape est en fait une étape de process d'industrialisation de la démarche et aussi de structuration de la pensée commerciale qui est un des atouts aujourd'hui qui est nécessaire dans cette partie aussi entrepreneur, hein, puisqu'on fait un produit, il a beau être le meilleur ou on pense être le meilleur, il faut aussi aller démontrer qu'il est le meilleur chez les prospects. Et de fil en aiguille, on a eu une rencontre, un de tes associés, d'ailleurs un business angel, qui bossait avec moi et qui m'a gentiment poussé chez Masberry. Donc il y a cette rencontre il y a 7 ans avec toi. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai oublié les 3 ans d'Addingwell, donc 10. Donc cette rencontre il y a 10 ans où eh bien effectivement je recherchais du mordant, de l'envie. Lui trouvait que j'étais le bon candidat pour te rejoindre, et donc il y a ce démarrage, disons un restart complet parce qu'on repart à zéro, hein. On se parlait à l'époque d'une dizaine de clients de souvenirs, un tout petit peu de MRR et par contre un produit qui était plutôt bien pensé et qu'il fallait aller évangéliser. Moi, une remise en question à ce moment-là où je me dis j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de retrouver un peu de passion. Ça restait dans l'environnement digital. Je pense que c'est l'ADN dans ma carrière qui est unique, c'est que j'ai fait que du SaaS digital B2B. Ce qui fait que du CRM, de l'acquisition, et puis maintenant Addingwell, on est quand même sur une trame qui est assez commune. Et cette belle aventure qu'on a eue ensemble, où on s'est associé en fait rapidement parce que j'ai cru au produit et j'ai eu l'impression que vous avez cru en moi sur la partie commerciale. Et donc après, ouais, une super aventure. Donc cette année jusqu'à cette fusion acquisition, cette rencontre avec Julien qui aujourd'hui de fil en aiguille, on s'est dit effectivement qu'après cette aventure et quand cette aventure s'est terminée, est-ce qu'on repart ensemble? Et on est reparti ensemble sur Addingwell il y a 3 ans. J'ai bien aimé la notion du why qui n'a pas changé. Vous pensez que ça, c'est un élément, un facteur clé de succès, de dire, bah, tiens, on a réussi à trouver un produit, mais par contre, le why n'a pas changé, c'est quelque chose qu'on avait bien identifié, des choses comme ça? Je sais pas si c'est un facteur clé de succès. Je pense que c'était forcément un risque parce que du coup, tu te dis, OK, je vais monter une boîte, mais tu sais pas exactement le produit que tu vas créer. Par contre, en vrai, quand t'embarques des associés et que tout le monde est d'accord sur ça, ça t'évite déjà beaucoup de discussions au début. Ouais. Et on y reviendra après, mais on a démarré Addingwell à 6 personnes quand même, donc il fallait à un moment qu'il y ait quand même quelque chose qui rassemble tout le monde. Et en vrai, avec Romain, on se connaissait déjà du coup depuis 2-3 ans.
et on en parlait régulièrement, et je pense que pour moi, c'est super important au moment où tu démarres une boîte, pas forcément de savoir ce que tu vas créer, parce que le produit, limite, en fait, tu t'adaptes en fonction du marché, en fonction de, tu vois, même dans le process de création, en fait, des fois, tu te dis, OK, je vais aller là, et finalement, ça se passe pas toujours comme ça. Tu es obligé d'itérer autrement. D'ailleurs, le produit qu'on vend aujourd'hui chez Addingwell, c'était censé être le lot 1 d'un produit plus large fonctionnellement. Et finalement, on se rend compte que c'est un cœur qui marche très bien et qui est cohérent. Mais du coup, ouais, je pense que ce why, c'était un risque, tu vois, de se dire, OK, il n'y a que ça qui est défini. Et en même temps, il ne change pas. Je pense que jamais on s'est posé la question sur Addingwell de le changer ou de le faire évoluer. Et finalement, c'est ce qui fait certainement un bon why, tu vois. C'est quand tu n'as jamais envie de le bouger et que tu dis qu'il est constant. Je pense même si le marché bougeait aujourd'hui et qu'on devrait reconstruire notre produit ou si on devrait étoffer ou faire de la croissance externe, on l'aurait toujours en tête, ce why. Oui, et puis après, pour compléter, je pense que dans la vie d'un produit qui n'est pas tout à fait dessiné, dès qu'on est déjà sur le what, pour reprendre un petit peu ce why, how et what, dès qu'on va pivoter quelque chose, on a l'impression de se faire une entorse à cette ligne directrice. Tandis que le why, normalement, si on pivote le produit, c'est censé donner plus de sens au why, et donc ça permet que ce soit le marché, comme tu dis, que ce soit les premiers prospects qui deviennent clients, qui des fois font légèrement pivoter un produit, à tort ou à raison, encore une fois, ça, c'est l'avenir de la boîte qui le dit, mais on peut le faire et on peut embarquer tout le monde. Si on a une idée trop précise du what, dès qu'on va bouger quelque chose, dès que le discours commercial va bouger, ou le facteur le pire, c'est souvent le marché, si le marché bouge, et ben en fait, on prend tout de suite les mouvements comme des tempêtes à accomplir. Et si ça se passe dès la première année où on est en recherche de cash, de clients et de clients, et ben en fait, ça devient compliqué. Tandis que dès qu'on est sur le what, je trouve que ça. Tu disais, est-ce que c'est un facteur clé de succès? Je pense que c'est plutôt un facteur clé de sérénité. Tu vois, c'est peut-être qu'on peut l'adapter comme ça. Les deux sont liés. Ouais, absolument. Oui, ouais, c'est sûr. Et je vais vous demander un exercice, c'est de présenter finalement Addingwell, parce qu'on n'en a pas encore vraiment beaucoup parlé. On sait que vous vous adressez aux entreprises. Et on peut peut-être essayer de faire l'exercice justement en disant on présente Addingwell, et puis après avec le why, how, what, ça pourrait être pas mal. On peut. C'est toi l'expert du pitch, c'est ça? Non. Non, alors sur la partie why, effectivement, bah justement, on va éviter de parler du produit directement dans le why. La réponse d'Addingwell à haut niveau et dans le partage de nos expertises, ça a été de se dire, OK, il faut aider les marketeurs à adopter les nouveaux standards en matière de marketing digital. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le digital et il y a des mouvements de marché, il y a des changements. On est passé du on-premise au monde du SaaS. On passe de technologies très desktop à maintenant de la partie mobilité, l'arrivée de la 5G, les réseaux sociaux. En fait, tous ces éléments-là sont des révolutions sur lesquelles, en poste chez l'annonceur, ça reste l'équipe qui était là il y a 10-15 ans. Et en fait, eux, ils ont beaucoup d'éléments à dompter dans une roadmap qui est déjà saturée. Et donc, la tendance à faire de la veille, de la R&D pour résoudre un problème, elle devient très difficile. Et donc, dès qu'il y a un nouveau standard, il faut qu'on puisse accélérer l'adoption de ce nouveau standard. Et comment on accélère aujourd'hui? C'est en créant des SaaS qui viennent répondre facilement à cette problématique, qu'elles soient légèrement verrouillées dans quelque chose qui part pas justement à droite et à gauche. Et ensuite, de pouvoir le déployer rapidement. Et donc, c'est vrai que l'environnement SaaS, et c'est ça le produit derrière au niveau du AO, dans lequel je suis en train doucement de glisser au niveau du pitch, en disant, ces nouveaux standards, il faut les comprendre, il faut faire des investigations, il faut faire de la R&D, et ensuite, on va venir effectivement les diffuser autour de plateformes SaaS pour pouvoir en faire les usages rapides. Dans ces deux éléments-là, on s'est attaqué, nous, à la fin des cookies dans le monde publicitaire, qui est un changement radical. Pour la publicité, bien évidemment, parce que la plupart des publicités qu'on voit en ligne aujourd'hui sont disponibles, personnalisées et analysées grâce à la notion de cookie. Et à un moment, il y a une rupture marché, c'est que certains ont décidé de supprimer les cookies. Et donc, on a Safari, Apple qui a démarré, Firefox et Chrome qui est en train aussi de légiférer sur cette base-là dans son navigateur.
Et en Europe, on a le RGPD qui est arrivé, qui est aussi un autre changement sur lesquels c'est tombé directement sur le coin de la tête des directeurs marketing en disant avant vous faisiez ce que vous voulez et maintenant il va falloir adapter. Donc on est face exactement à ce moment-là. Il faut changer. Les outils du passé sur lesquels on faisait du tracking deviennent rapidement obsolètes, perdent de la performance. Et moi, marketeur, j'ai besoin continuellement de faire de la publicité parce que c'est ce qui est en lien avec ma croissance et mon chiffre d'affaires. Et donc, on s'est attaqué à ce standard-là. Et donc, il a fallu se dire, OK, quelle est la suite? Quel est l'avenir de la publicité sans cookies? Comment je vais analyser, comment je vais faire de la web perf pour parler de tout ce qu'on connaît tous les trois par cœur? Eh bien, c'est les technologies de server-side. Et donc, le server-side, ça consiste à quoi? C'est juste de déporter le tracking historiquement qui était fait dans le navigateur de chaque internaute dans une plateforme extérieure qui va gérer la relation avec les partenaires Meta, Instagram, TikTok, Pinterest, mais dans une relation first party et sans cookies tiers. Donc ça, c'est la techno. Maintenant, elle est un peu plus démocratisée depuis qu'on en a parlé, mais il y a 3 ans, quand on parle de server-side, nous, on a fait le même combat avec Masberry et l'attribution multitouche, de dire arrêtons d'analyser les publicités au last click. Eh bien, il faut dire qu'il y a un problème, il faut expliciter le problème, il faut le chiffrer et ensuite il faut pouvoir le déployer. Et donc la finalité du Watt, c'est là où, quand Julien évoquait qu'on a légèrement pivoté ou bougé, c'est qu'on a vu, nous, le AO comme quelque chose de massif et d'une adoption très large en se disant, mais s'il n'y a plus de cookies, la réponse est le server-side, et ben demain, tous les annonceurs sont en server-side. Donc on a plutôt investigué ce monde-là. Et au niveau du Watt, quand on s'est rendu compte que en fait, aucun annonceur n'allait le faire par lui-même, parce qu'en fait, ça nécessite des compétences de DevOps, LiveOps, tracking, marketing et R&D, voire même du juridique de temps en temps, eh bien, ce changement-là, c'est celui qu'on a voulu faire au niveau du Watt en disant, OK, on va créer une plateforme qui, en 3 clics, permet de disposer des serveurs n'importe où dans le monde, à partir de 90 € par mois pour les tout petits sites, DNVB, Dropshipper et ainsi de suite, jusqu'à une plateforme qui est load balancée à l'échelle mondiale et qui permet de couvrir des clients type enterprise avec lesquels on bosse aujourd'hui. On a la chance d'accompagner Accor Hotel, Club Med, Intersport, Leclerc, Maison du Monde. Et donc, effectivement, ça, c'est le succès commercial derrière. Mais voilà un peu la constitution du why jusqu'au what, où on se dit, effectivement, sur chacune des chaînes, je peux changer assez facilement, je peux moduler. Et demain, il n'est pas déconnant qu'à côté du watt du server-side, il y ait peut-être d'autres watts autour de ces éléments-là. Mais pour l'instant, donc la croissance nous permet d'afficher ces standards-là. On se concentre bien sur ce qu'on sait faire et ceux sur lesquels il y a encore beaucoup à apprendre. Merci pour cette vraiment présentation extrêmement précise avec l'exercice que je t'ai donné, why, how. Improvisé en plus. Improvisé. Non, mais je pense que c'est important. Enfin, vous avez un sujet qui est extrêmement pointu. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. C'est une industrie qui est très pointue, etc. Donc, on a besoin d'être encadré et puis accompagné avec des logiciels ultra performants. J'avais une question. Le développement de l'intelligence artificielle, que ce soit chez vos clients, dans vos équipes, etc., est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec vos produits? Enfin, en tout cas, est-ce que vous allez intégrer de l'intelligence artificielle dans vos produits ou pour l'instant, c'est quelque chose où vous vous dites non, c'est pas extrêmement lié, enfin, des choses comme ça, voilà. Sur la partie IA, on peut voir 3 niveaux de réponse par rapport à ce qu'on se dit. Il y a nous, entreprises, comment on adopte l'IA au quotidien pour améliorer la productivité. Mais ça, on pourra en dire quelques mots. Il y a dans le produit, quelles sont les briques d'IA sur lesquelles on a fait des tests ou qui pourraient demain éventuellement arriver. Et il y a les synergies entre ce que nous, on fait et l'IA. Et c'est ce premier point, moi, qui me semble le plus important. Et d'ailleurs, ça devient presque mon pitch actuellement de conférence, en fait, c'est que justement, et dans la logique des transformations à adopter au niveau du marketing, voire même de l'industrie en général, c'est le sujet de l'IA, puisque les enjeux que nous, on a en tant que même jeune petite entreprise, ces personnes-là ont les mêmes enjeux à l'échelle, bien évidemment, de centaines, voire de milliers de salariés pour certaines. Donc, l'enjeu de productivité, il est important. L'autre élément de l'IA dans le monde de la publicité, c'est l'IA et les algorithmes, en fait, qu'on voit de plus en plus puissants dans l'analyse, la personnalisation, la customisation des publicités, voire jusqu'à une navigation qui est ultra custom, puisque c'est ce qu'on commence à voir dans le retail, en se disant, tiens, en fonction de mon comportement de navigation, je suis en train de me dire que ce pattern-là ressemble plutôt à telle typologie de client et donc les descriptions de produits, les fiches produits, les visuels produits vont s'adapter en temps réel. Ça, c'est, je dirais, le web de demain et l'avenir grâce à l'IA.
Là où il y a un lien direct avec le nôtre, où on essaye de le construire, c'est que l'IA, c'est super. Moi, à titre perso, j'adore ça aussi et je me nourris en réflexion sur ces sujets. Mais il y a un point qui change pas, c'est que l'IA ne se crée pas, ou aujourd'hui, on n'a pas une IA qu'on laisse naître autour d'un sujet et auto-apprenante directement. En fait, elle est auto-apprenante, mais sur des données existantes. Et effectivement, dans le monde de la publicité, ces données, historiquement, elles étaient captées ou traquées au travers du cookie et de la reconnaissance d'un individu sur son site Internet. Et en fait, la fin des cookies crée une rupture sur cette logique-là. Il est difficile aujourd'hui de pré-identifier quelqu'un. Je vais la faire. Pré-identifié. Il est difficile aujourd'hui de pré-identifier quelqu'un sur le site Internet sans qu'il se soit logué ou avoir laissé une trace. Ce qui était plutôt possible et plausible avec la partie cookie. Ce qui fait qu'on a des modèles d'IA de plus en plus performants, mais paradoxalement, on a une donnée annonceur qui s'appauvrit. Et ce qui fait que c'est là où nous, on fait plutôt le lien, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir au sujet de l'IA, mais c'est de se dire que si vous voulez utiliser à pleine capacité les moteurs d'IA de recommandation ou d'algorithmie, il va être nécessaire qu'au départ, les fondations, elles soient sur la connaissance client. On estime aujourd'hui que sur 100 signaux captés sur Internet, à la fin des cookies tiers sur Chrome, il en restera que 19. Ce qui fait qu'une IA n'aura que 19% de l'information d'un site Internet pour pouvoir vivre. Ça veut dire qu'il manque 81%. Ces 81%, c'est des lookalikes, c'est des abandons de panier, c'est des profils qui pourraient servir à une IA pour être meilleurs. Donc c'est plutôt ce lien qu'on fait. Sur la deuxième partie, et au sein de l'entreprise, sur la productivité, forcément, on l'intègre, on essaye. Il y a sur la brique plutôt commerciale, je pense que c'est tout ce qui est rédaction d'email, tout ce qui est traitement d'informations, ou voire même de challenger des façons dont on va répondre à un appel d'offres ou dans lesquelles on va répondre au niveau des emails, et de se dire, OK, à l'ère de l'IA générative, il est compliqué d'entendre qu'on passe, et moi j'entends beaucoup de dirigeants, je passe énormément de temps à traiter tous mes emails, à tout le rédiger, parce qu'effectivement, chaque email est custom. Aujourd'hui, on est capable de templétiser grâce à l'IA générative et de travailler sur cette partie-là. Donc je pense que c'est un vrai asset en termes de productivité. Et après, en termes de qualité, on peut écrire plus vite, et donc on peut aller un peu plus loin. Moi, je le vois sur les articles de blog, les livres blancs, les choses comme ça. Avoir un livre blanc qui fait 4, 5, 6 pages très direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on peut naturellement en faire un d'une dizaine de pages parce qu'on va prendre les concepts et on pourra les détailler sans les avoir rédigés directement. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise. Côté produit, toi, tu as fait plusieurs investigations. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, on a fait plusieurs tests. Après, globalement, je pense que tu as effectivement l'IA qui vient aider l'ensemble de tes collaborateurs. Ça, je pense qu'en vrai, ça marche super bien et ça a énormément de valeur. Et après, tu as au sein de notre produit, qu'est-ce que tu peux faire? Je pense que ça a du sens quand tu arrives vraiment à mettre l'IA vraiment dans le cœur de ton produit. Nous, là, à date, j'ai l'impression que ce serait sur des side use case, tu vois, et que ce serait pas forcément cœur-centrique. Je pense qu'il y a un sujet chez nos partenaires qui passent beaucoup de temps, tu vois, à faire du debug, à lire du code, à faire... tu vois, créer des tags, etc. Ça, typiquement, la génération de code, ça se fait plutôt bien avec l'IA. Pouvoir, j'allais dire, faire un peu de pré-mâchage, tu vois, sur la lecture de log. Typiquement, nous, c'est un sujet qui arrive souvent et sur lequel les équipes support sont vachement mis à contribution chez Addingwell. Ils ont tout leur listing de logs et de là, ils doivent essayer de comprendre l'erreur et de se dire, OK, si j'ai ces logs-là, j'ai telle erreur. En fait, ça, c'est un truc que l'IA peut faire très, très bien. Je pense que c'est sur ce genre de cas que ça va aider. Et du coup, plutôt à l'adoption de notre produit et à améliorer la productivité de nos partenaires que dans le cœur produit où aujourd'hui, on est sur un cœur produit qui est très... tu sais, ça traite beaucoup de data, il faut la traiter vite, de façon rapide et pas trop chère. Et les mécaniques d'IA, aujourd'hui, c'est... à l'inverse, ultra coûteux et on est sur des trucs, on est vraiment sur une partie presque tuyauterie, tu vois. Et du coup, je pense que ça s'intègre moins dans le cœur. Par contre, sur tout ce qui est autour, que ce soit de la création de contenu, moi, je m'en suis servi. C'est vrai que je m'en sers aussi quand même un peu sur, tu vois, pour le coup, dans la création de produits, quand tu as besoin de créer une user story, de te dire, OK, j'ai plusieurs user stories, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui va avoir de l'impact, etc. Ou juste se dire, tiens, j'aimerais bien faire cette fonctionnalité-là. C'est quoi les étapes pour y arriver? En fait, ça, c'est un truc que tu fais souvent d'un point de vue produit pour redécouper tous tes tickets.
Ça me donne pas la solution. Par contre, ça évite le syndrome de la page blanche, tu vois. Et en fait, tu démarres déjà avec ta liste de 20 tickets. Tu sais que dans les 20 tickets, en fait, tu vas en garder que 15 et il y en a 5 que tu vas changer, etc. Mais en vrai, au lieu de mettre 1 heure à les créer, en 20 minutes, tu l'auras fait. Et pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est le gain qu'on a là-dessus. C'est sur cette partie-là, gain de productivité, quoi. Ouais, chouette. C'est un peu l'idée que j'avais, mais ça me titillait quand même de vous poser la question. Donc, merci pour cette réponse détaillée. Julien, tu as évoqué justement, on va dire vite fait, les partenaires. Vous avez des partenaires chez Addingwell. Est-ce que tu peux en parler? Je sais que c'est important pour vous justement d'avoir ce réseau de partenaires, c'est une fierté de l'avoir constitué, etc. Donc voilà. Oui, ouais, c'est super important pour nous parce que pour le coup, c'est vraiment au cœur du système d'Addingwell et c'est une partie qu'on n'a jamais vraiment réussi à bien faire, tu vois, dans les précédentes expériences. Je pense que tu as plein de choses qui s'expliquent là-dessus, mais je pense que, comme disait Romain, on est arrivé à un moment dans le marché où on était vraiment au tout début, et du coup, ça nous a tout de suite donné une position. On était légitime pour parler du sujet. Je pense que ce qu'on a réussi à faire là, puis après je laisserai parler Romain, parce que finalement, c'est lui qui le maîtrise le mieux, cette partie partenaire. Mais je pense que l'un des points qui a fait qu'on a déverrouillé cette partie-là, c'est qu'on s'est vraiment, pour le coup, mis à leur côté en se disant OK, comment vous êtes, vous, à créer de la valeur. Et je pense qu'il y a un point, en tout cas, qui pour moi a fait beaucoup de sens chez eux. On l'a jamais dit clairement comme ça, mais je pense que c'est ce qui joue. C'est qu'une fois qu'ils savent qu'ils ont Addingwell à leur côté, ils y vont beaucoup plus franco chez leurs clients. Et finalement, une agence a besoin de créer des offres de service, de pouvoir les vendre. Du coup, pour ça, il faut savoir bien les pitcher. Et ensuite, de pouvoir les livrer. Et pour pouvoir bien les livrer, il faut être sûr que ton partenaire il soit solide et qu'il puisse t'aider là-dessus. Et pour savoir les pitcher, il faut avoir un bon pitch. Et finalement, je pense que c'est ces deux clés-là qui ont été déverrouillées. C'est que Romain a pu faire du co-pitch avec eux pour leur expliquer comment pitcher le server-side, comment expliquer à un annonceur c'est quoi les intérêts de faire du server-side tagging. Et finalement, le sujet, c'était même pas de pitcher Addingwell, c'est de pitcher la révolution technologique du server-side tagging. Et une fois que ça, c'est ancré, de toute façon, il faut quelqu'un pour le faire. Et limite, qu'il le fasse avec Addingwell ou Google ou quelqu'un d'autre, là, c'est à nous d'être bons ensuite. Mais déjà, de pouvoir faire gonfler le marché comme ça, c'était déjà une première partie. Et sur la seconde partie, je pense que ça s'est joué beaucoup avec l'équipe support, où l'idée, c'était vraiment de dire, OK, allez-y, côté partenaire, vous savez pitcher, vous savez vendre, allez vendre chez vos clients. Et de toute façon, si vous avancez sur des cas d'usage un peu plus exotiques qui demandent un peu plus d'expertise, il y aura forcément quelqu'un chez Addingwell avec pour le coup des vrais experts. L'équipe support, c'est vraiment des seniors et des personnes qui connaissent le développement, qui pourront vous aider. Et du coup, dès la première implémentation avec un client, ils voyaient que la ligne de service se vendait bien, que ça faisait du sens pour le client qui en avait vraiment de la valeur et que la production se passait bien. Et je pense que c'est ces trois éléments-là qui ont permis de créer de la valeur et de trouver du sens avec les partenaires. Et après c'est Romain qui a vraiment fait grossir cette partie-là. Et je te passe la parole sur comment tu as le tout début avec les partenaires. Je pense que c'est une partie aussi importante d'Addingwell, puisque c'est une partie qu'on a mis longtemps à construire et qui a vraiment explosé à un moment, quoi. Oui, et après, je pense que dans ce que tu dis, il y a un point qui est important, c'est que t'as toujours envie d'avoir un réseau d'intégrateurs, de partenaires. Enfin, dès que tu fais de l'édition de SaaS, de toute façon, on te dit, ah bah tiens, les comptes Enterprise, c'est forcément avec des intégrateurs. Tel compte, lui, il fait rien en interne, il externalise tout. Et donc, à un moment, ça reste un objectif et une direction. L'autre sujet, c'est que tu peux pas non plus arriver directement chez une agence et de dire ah bah voilà, il y a la révolution du server-side tagging, vous allez dire ça à vos clients, voilà mes prospectus et allez-y à ma place. Parce que en réalité, nous, au moment où on lance le server-side tagging, il y a Google Analytics qui devient illégal, il y a le RGPD, il y a les débuts de l'IA, ce qui fait que dans un catalogue d'intégrateurs, de services,
ils sont déjà full. Et il y a d'ailleurs l'arrêt de Universal Analytics, qu'on oublie parce que c'est fini maintenant, mais c'est GA4. Et donc, si je vais voir mon agence data, qu'est-ce que vous pouvez me proposer cette année ? Ah bah, le saviez-vous, Universal Analytics, ça s'arrête, il faut migrer sur GA4. Donc, j'ai ma proposition, j'ai mon devis, j'ai mon expertise. Et c'est bien de découper parce qu'un annonceur peut pas non plus lancer 5 projets d'investigation. Donc, au début, on va pas chez les partenaires pour avoir ce point-là. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt en allant, moi, chez les annonceurs que je me rends compte qu'ils sont conscients du problème. Ils sont capables de le chiffrer parce que tout le monde est capable de regarder sa courbe de ROI ou des CPA sur Facebook sur les 2 dernières années et se rendre compte qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent grâce aux réseaux sociaux et les campagnes et les coûts d'acquisition explosent. Quand on leur dit que ça, en fait, en réalité, c'est pas parce que Meta est moins bon, c'est que Meta a besoin de leur data pour être performant et que cette rupture de cookies a créé cette césure. Donc, conscient du problème, ils veulent la solution. La solution, c'est le server-side. Et on est aussi sur un marché où le tagging, le tracking est fortement externalisé. Et c'est à ce moment-là, plutôt qu'on se rend compte, c'est que chaque annonceur dit « Ok, je suis conscient que j'ai le problème. Est-ce que vous avez... » On obtient des oui quand on est commercial. Est-ce que vous êtes conscient du problème ? Oui. Est-ce que vous êtes capable de le chiffrer ? Oui. Si jamais je vous amène une solution qui vous résout ce problème, est-ce que vous souhaiteriez l'implémenter ? La réponse est oui. Quand on y va ? Quand j'aurai le temps ou quand j'aurai quelqu'un pour le faire. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a plein d'agences, plein d'intégrateurs qui sont présents déjà chez les clients, qui ont déjà des lignes de service ouvertes et qui, comme Julien le dit, cherchent à innover et cherchent aussi à paraître innovants auprès de leurs clients. Donc c'est cet élément-là et du coup le succès et cette histoire dans cet ordre-là, c'est pas nous qui avons décidé que les partenaires étaient cruciaux et donc on a réussi à en faire, c'est plutôt le marché qui nous a amené sur ça. Et après, l'expertise du support, je pense qu'il a joué un rôle énorme. C'est je pense qu'on a formé je sais pas combien de consultants sur le marché au server-side et à Google Tag Manager server-side, puisque à un moment donné, c'est notre mission. J'aime bien aussi les trucs un peu d'entrepreneurs. On parle de Give First. En fait, nous, la première année, on donne du temps. Moi, je pitch avec eux, j'aide, je forme les commerciaux des propres agences et Jérôme et son équipe côté support, ils font de la formation, ils expliquent ce que c'est un tag, ce que c'est la first party, ce que c'est le serveur et puis on va dedans. La conclusion derrière, c'est qu'effectivement, on a maintenant une responsable des partenariats avec un vrai segment, une université, un encadrement, un programme de certification qui, effectivement, quand on roll back à 3 ans d'entreprise, on est peut-être à l'avance sur ce sujet partenariat parce qu'effectivement, c'est une grosse clé de succès aujourd'hui de la boîte. Je vois très bien ce que vous voulez dire dans le partenariat. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Et j'ai bien aimé ce que Julien a dit, c'est que vos partenaires, avec vous, ils sont beaucoup plus francs, beaucoup plus convaincants, beaucoup plus... ils ont cette assurance Addingwell. Et en fait, on a été à la même école, puisque moi aussi, chez Furtiveo, j'ai créé un réseau de partenaires qui s'appelle Furtiveo Alliance, et j'ai aussi ce même sentiment. Ils sont contents, heureux, ils se sentent rassurés justement d'être en appui de Furtiveo. Donc, je trouve... je comprends parfaitement votre approche et votre vision. Super. J'allais dire, le mot qu'on met derrière ça, c'est la sérénité. C'est un mot qu'on avait sur le site web, tu vois, dès le début. Ouais. Mais c'était passé à GTM server-side dans toute sérénité. Et en vrai, au début, c'était plutôt un message adressé aux annonceurs, mais c'est encore plus vrai chez les partenaires, tu vois. D'ailleurs, les partenaires qui comprennent le plus vite la valeur du sujet, c'est ceux qui ont essayé eux-mêmes et qui ont eu des serveurs qui ont planté et sur lesquels ils se sont cassés les dents parce qu'ils savent que là, ça n'arrivera pas, qu'on va se lever la nuit à leur place s'il faut, tu vois. Et après, moi, je voulais rajouter l'effet inverse aussi, de faire une lecture inverse. Et d'ailleurs, toi, Julien, tu l'as dit, c'est un truc qu'on n'avait jamais craqué. Et d'ailleurs, avant même moi de vous connaître, je sais, chez Emailing Solutions, par exemple, on avait des réseaux de partenaires parce que c'était un marché à appel d'offres. La plupart du temps, on veut changer d'outil de CRM, on fait un appel d'offres, donc on se sent... intéressant parce qu'on reçoit l'appel d'offres. Sauf que l'appel d'offres est toujours piloté par un intégrateur et souvent sur les mondes sales, on se dit mais pourquoi l'intégrateur nous a pas poussé nous alors qu'on a une meilleure réponse, je suis mieux que mon concurrent. Enfin de toute façon, j'espère que tout le monde se pense mieux que ses concurrents. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas tout à fait faux ou pas tout à fait vrai. Mais globalement, dans chaque boîte, on a
et c'est peut-être un conseil côté entrepreneur et lié à ton émission Thibaut, c'est que il faut savoir si on est éditeur de logiciels ou si on est prestataire de services. Parce que c'est deux métiers qui sont différents. Et d'ailleurs, moi, souvent, quand je vois mes partenaires, je suis incapable de faire ce qu'ils font. J'ai pas, je sais pas produire un RACI, je sais pas organiser un projet, je sais pas mettre en place une liste de tâches pour arriver au résultat. Par contre, quand on me dit sur cette tâche-là, il faut l'exécuter comme ça, là c'est bon. Et donc c'est plutôt cette vision éditeur de logiciel. Et on voit beaucoup d'éditeurs de logiciels qui aimeraient ou qui adoreraient avoir un réseau de partenaires, mais qui ont une offre de service qui est trop fournie. Et donc si on présente à un partenaire, et c'est peut-être ça dans le go-to-market, ceux qui veulent faire du partenariat, c'est de bien évidemment mettre en avant sur la valeur qu'on va apporter au partenaire, comment lui va pouvoir s'inscrire dedans, pour éviter, et je pense que c'est le pire pour un éditeur de logiciel, c'est se faire rappeler par l'annonceur en disant « Ah, bah c'est un tel qui m'a présenté Addingwell, mais j'ai envie d'être en direct avec vous ». S'il dit ça, ça veut dire que vous avez vous-même une offre d'intégration et de service, et donc vous êtes concurrent de votre réseau de partenaires. C'est un énorme choix qu'on fait nous de notre côté, en disant « Non, on va faire du support. Vous avez les équipes en interne, vous pouvez éventuellement le monter tout seul. » Vous ne les avez pas, on vous présente notre réseau d'intégrateurs et d'apporteurs. Et on a fait aussi bosser beaucoup de freelance. On parle beaucoup des cabinets data et autres. Et je pense que parmi les 150 partenaires certifiés, il doit y avoir une bonne cinquantaine de freelance qui ont fait 2 années d'or du freelance. Alors, ils avaient déjà fait 2 années avant sur les migrations GA4. Et ils ont vu le server-side en disant, mais j'ai pas de questions à me poser, je peux travailler 4 jours sur 5, le 5e étant ma passion, et avoir une vie de freelance qui est top. J'espère qu'ils diront grâce à Addingwell, au moins au server-side, et certains diront grâce à Addingwell. On a parlé de finalement votre expérience, vos succès entrepreneuriaux. On a parlé d'Addingwell à travers le why, how, what. On a parlé de la techno, du coup. On a parlé de votre réseau de partenaires. Je propose de parler maintenant d'un autre facteur clé de succès, justement, enfin, de votre succès, hein. C'est l'humain. Tu as dit, vous avez commencé à 6 dans la société. Parlez-moi un peu des débuts d'Addingwell jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu le même début, parce que j'ai démarré un peu avant Romain. Je peux te parler du tout premier jour, par exemple. En fait, on avait... En fait, on a parlé tout à l'heure j'avais créé Merchandising.io, il y a eu le rachat avec Masbury, où on est devenu à trois associés, qui a été revendu à Isance, et finalement, avec la vente de la société, il y avait ces earn-out de 2 ans, où on les a fait chez Isance, et moi, j'avais décidé de faire une coupure avec ma famille entre les deux. On avait fait un petit tour d'Europe pendant 2 mois. Avec toujours cette idée en tête, et d'ailleurs j'ai retrouvé mon carnet il y a pas longtemps là-dessus, tu vois, avec justement avec le why, avec un peu la thèse de ok, qu'est-ce qui marche, enfin qu'est-ce que j'ai constaté, et sur quoi j'ai envie de construire la prochaine boîte. On avait le nom, on l'avait décidé en avance, en fait on avait le nom, on savait pas encore exactement ce qu'allait être le produit, et en venant de vacances, du coup ce que j'avais fait avant de partir en vacances, c'est de louer un bureau, du coup, juste à côté de Ratec, chez Ipton, en se disant, OK, rendez-vous à la fin du mois d'août à 5, du coup, puisqu'il n'y avait pas encore Romain pour démarrer l'aventure. Et je me souviens très bien de la première journée où je prends mon sac à dos le matin. Ça fait 2 mois que tu n'as pas travaillé puisque tu es parti en vacances. Et tu arrives au bureau, et en fait, il y a 4 autres personnes qui vont devenir tes associés. Et globalement, à un moment, tu prends le bureau, tu remercies le mec qui t'ouvre la porte, etc. Et vient le moment où tout le monde passe son sac, te regarde en se disant, du coup, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on fait ? Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je me rends compte que finalement, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire. Et que du coup, on commence les premiers jours d'Addingwell avec... Du coup, il y avait quand même 3 devs dans les 6 personnes, en se disant, OK, en fait, là, il s'agit de créer... on savait de toute façon que ça allait être une app. Du coup, il s'agit de créer une app avec un système de login, en fait, dans toutes les apps, tu as des bases et des modules qui sont classiques. Ouais. Et clairement, je leur donne ça à faire pour essayer de gagner du temps. Et en me disant que on va laisser les 3 devs bosser là-dessus, et qu'on allait creuser le sujet du server-side et de se dire, OK, quel use case on va pouvoir monter dessus, etc.
Et finalement, en avançant, on creuse ce sujet, on se rend compte. Moi, j'avais l'intuition qu'il y avait un sujet là-dessus, que ça pouvait être bien, que ça allait être un nouveau standard, etc. Mais quand je le vois, je me dis que oui, ça marche vraiment, c'est ultra efficace. Pour le coup, personne l'a encore adopté. En essayant de l'installer et de faire les premiers cas d'usage, je comprends aussi pourquoi, c'est super compliqué à installer. C'est très très tech. Alors le marketing devient de plus en plus technique au fil des années et les marketeurs s'habituent à ça et en fait tu rencontres de plus en plus de marketeurs qui sont des vrais geeks. Mais là on se parle vraiment de technique, d'infrastructure. Tu vois, t'es au niveau suivant et même t'as même certains devs où ça leur semble déjà trop technique. Et à ce moment-là on se dit ok, en fait finalement le premier obstacle que va devoir franchir chaque annonceur, c'est de pouvoir monter cette infrastructure server-side pour faire tourner son conteneur. Et du coup, je me souviens très bien qu'on se dit à ce moment-là, OK, on va construire un produit qui va permettre de monter cette infrastructure. Et ce produit, il sera accessible à quelqu'un qui est uniquement du marketing. Il fera juste une entrée DNS, du coup un sous-domaine sur son site, et en quelques clics, on va monter l'infrastructure pour lui. Et on a mis, ça c'est l'idée de départ. Je me souviens aussi quand j'appelle Romain, que je lui annonce que ça va être ça le sujet, en lui disant non mais t'inquiète pas, ça sera que la première brique d'un produit beaucoup plus grand. Bien sûr, on va faire les use cases dont on avait parlé à l'époque, etc. Euh, et en fait, on met finalement quand même quelques mois à construire ça avec des profils dev, des profils DevOps, des gens qui ont été... Enfin, tu vois, moi, j'avais été web analyst. Du coup, à la fois du métier de l'Ops et du dev. Et en fait, en faisant ça, on se rend compte que chaque jour, tu vois, on trouve un truc à améliorer. Et on se rend compte que ce qu'on est en train de produire, c'est quand même bien foutu. Alors, ça fait un peu d'avoir un gros ego de dire ça. Mais on se rend compte que finalement, pour bien le faire, il faut prendre tout ce temps-là, tu vois, plusieurs mois avec des gens quand même plutôt seniors et qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Jamais chez un annonceur, tu vas travailler un DevOps avec un web analyst, tu vois, ça n'existe pas. Ils se parlent pas, ou s'ils se parlent, c'est par un système de tickets. Et du coup, moi, c'est l'un des moments où je me dis, OK, je sais pas si on va réussir à le mettre sur le marché, si ça va se vendre, etc. Mais je suis à peu près convaincu de deux choses. C'est que la révolution techno, elle est bien et que si elle est adoptée, ça va vraiment changer le marché. Et le deuxième truc, c'est que ce qu'on a construit, ça a vraiment de la valeur et que si un annonceur veut faire le même chemin, c'est impossible. Jamais tu vas mettre pendant 3 mois des mecs qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble pour bosser sur ça. Et du coup, à ce moment-là, enfin, tu vois, j'ai l'intuition que le produit il va être il est canon pour ça, puisque en fait, si tu es un annonceur, il faut que tu passes 4 mois, que tu mettes 7 équipes ensemble, que tu achètes tes serveurs, et ça va encore te coûter 150 € par mois. Et nous, à l'époque, on lance ça. Alors, le premier prix, c'était 20 € par mois. Il n'y a normalement pas de débat, tu vois. Le seul débat qui reste, c'est est-ce qu'ils vont bien comprendre l'intérêt du server-side tagging et vouloir y aller, et est-ce qu'on va savoir le faire. Et du coup, ça laisse encore plein de choses à valider, mais par contre, je suis plutôt convaincu qu'il peut y avoir de la valeur dans ce qu'on a créé et qu'il y avait vraiment un vrai obstacle à franchir pour chacun, quoi. Donc c'est à ce moment-là où tu comprends que tu as craqué un truc, quoi. C'est vraiment... Romain n'était pas encore là quand tu as craqué justement le... Bah si. Comment ça s'est passé, ouais. En fait, il y a le moment où on se dit, ok, ça va être la première brique d'un produit. À ce moment-là, Romain n'est pas encore arrivé et je l'appelle en disant, ok, en fait, ce qu'on va vendre au début, c'est du server-side tagging, etc. Et en fait, ensuite, tu as le temps de construire le produit et puis tu sais, tu fais ta première mouture, elle est bien, elle répond vraiment à la base, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu viens ajouter des petites choses, fine-tuner le sujet. Et ça prend quand même un certain temps. Et c'est une fois que tu as tout fine-tuné où tu dis, ouais, en fait, on a quand même fait un gros chemin. Et chaque annonceur, finalement, s'il veut le faire bien, ou chaque agence devrait faire tout ce même chemin. Et c'est quand même une énorme barrière à l'entrée d'avoir fait ça.
Et après, le moment où je me dis, ouais, on a craqué un truc, je pense qu'en vrai, c'est bien plus tard dans la création de la boîte, parce que à ce moment-là, tu vois, il y a une intuition de produit, mais il n'y a pas encore du tout de validation commerciale, ni même de validation marché, tu vois, que le server-side tagging va bien fonctionner, etc. Et ça, je saurais pas dire à quel moment c'est, mais j'imagine, je pense que c'est plusieurs mois après, quoi. Où on se dit vraiment, ok, on tient un truc et c'est en train de partir, quoi. Ouais, mais bon, c'est toujours la courbe d'adoption des produits aussi. À quel moment on se dit qu'on est passé du MVP au produit? Après, nous, il y a des anecdotes drôles, hein. Notre premier client, on savait pas qu'on avait un client, parce qu'en fait, on fait le choix d'avoir un modèle pay-as-you-go qui est un peu d'ailleurs en rupture en France, hein. C'est-à-dire t'oublies de dire que dans le coup de fil, il y a deux choses. Il y a, moi, j'ai fait les présentations, hein. J'arrive pour la partie top line et commerce, hein, qui est normalement ma valeur ajoutée dans cette boîte. Et le premier sujet, c'est de se dire, bah, tu vois, les use case server-side, c'est cool, le market, tu sais bien en parler, mais en fait, on va pas faire ça, on va faire du tagging server, donc un truc bien brut, quoi. J'adore la techno, donc ça me dérange pas, mais il va falloir m'expliquer ce qu'est un tagging server, puisque je sais pas si avant que j'en parle, le marché français connaissait vraiment cette notion de tagging server, c'était plutôt un truc de DevOps. Et le deuxième, c'est qu'en plus, on va faire un truc qui est cool, c'est qu'on va le mettre en libre service sur Internet, les gens mettront leur CB, ils vont ouvrir leur propre serveur. Et donc, je dis, bah, du coup, où est ma place, où est-ce que je pitch, mais enfin, j'avais d'autres choses. Je suis quand même venu. Mais du coup, ça, c'est le côté un peu drôle qui reprend l'évolution. Et dans cette construction de produit, effectivement, bah, on teste différents modèles. Est-ce que c'est de l'enterprise, du grand public, enfin, grand public à l'échelle du monde du e-commerce? Et en fait, à un moment donné, effectivement, on décide de lancer notre site internet avec pas grand-chose. Le produit marche, hein, je dirais que le MVP fonctionne. On peut ouvrir des serveurs et lancer son GTM server-side avec Addingwell. Et je crois que on lui a dit, hein, parce qu'on l'a appelé, parce que à un moment, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui tourne sur notre plateforme. On avait démarré avec une période gratuite, donc tu as le droit d'essayer pendant un mois gratuit. C'est toujours le cas, non? C'est toujours le cas, ouais. C'est toujours le cas. C'est même un peu plus maintenant. Les 100 premiers milliers de requêtes sont offertes. Donc, ce qui fait que ça permet même à des sites petits ou modestes. Tu vois, si un Furtiveo veut être en server-side, ce sera quasiment gratuit. C'était ma question, donc on en parle après. Ok, bah je te montrerai. À la limite, on te fera une installation. Mais sur cette partie-là, c'est que tu te rends compte que tu as un client qui tourne. Donc déjà, on se dit, il y a quelqu'un qui a pris notre doc. Il était passionné par le sujet. Et donc, c'est cette première validation produit de se dire, OK, nous, on arrive à le faire. On est auto-formé, on est pro. Et là, on a quelqu'un sur le marché qui était curieux du sujet et qui est allé au bout. C'est-à-dire qu'il a fait son entrée DNS, il a fait ses serveurs, il a envoyé ses premières requêtes chez nous. Il ne pourra pas payer parce que le module de paiement n'était pas encore live. Donc, ça a permis d'accélérer cette partie-là parce qu'à un moment, il fallait le facturer. Et c'est vrai qu'on fait un premier call avec lui en disant, mais c'est super, mais comment t'es arrivé chez nous? Et sa réponse, c'est de dire, mais en fait, on vous voit partout. Alors, parce qu'effectivement, on avait commencé, nous, cette phase d'éducation sur le marché, moi sur LinkedIn, beaucoup. Et donc ça vient valider de dire qu'il y a des profils weba, un peu geek, un peu fort dans l'entreprise sur ces sujets-là, qui vont réussir à aller au bout. Et après, il y a les signaux sur, effectivement, nos propres réseaux classiques, où quand on commence à parler de la problématique qu'on va toucher, on a même, nous, des appels entrants de grands comptes en disant, OK, en fait, nous, ça fait un moment qu'on est en train de se poser, on sait qu'il y a cette rupture-là, venez nous parler, venez nous expliquer. Donc, moi, j'ai ce sentiment je sers à quelque chose. Et ça qui est important dans la partie commerciale, c'est que on peut ne pas signer un client. Par contre, si le client, ou du coup prospect, on l'a pas signé, s'il repart en disant, c'était un rendez-vous intéressant, j'ai appris quelque chose, alors je vais pas bosser avec lui pour telle ou telle raison, on se dit que effectivement on a quelque chose à valoir et à faire valoir sur la suite. Et là effectivement on a la chance quand même sur les premiers mois de commercialisation, on travaille avec le groupe Rocher, on travaille avec Maison du Monde très vite sur des phases de pilote de POC parce qu'on reste quand même une start-up, mais globalement on est crédible sur des comptes qui sont très matures. Moi j'avais toujours travaillé un peu avec le groupe Rocher dans mes précédentes expériences.
je les ai toujours trouvés très matures. Et d'ailleurs, ils sont en avance de phase. Ils sont en server-side depuis 3 ans. Là où aujourd'hui, des grands annonceurs n'y sont pas encore ou se posent la question d'ici fin d'année. Et d'ailleurs, qu'ils nous appellent s'ils voient la vidéo. Mais sinon, globalement, ce sujet-là vient crédibiliser les propos. Et après, il y a un storytelling, il y a cette phase d'éducation et ce go-to-market un peu classique qu'on doit tous avoir avec la lead gen. Mais voilà, t'as 6 premiers mois, c'est construction produit pure avec ce petit pivot. T'as les 3 premiers mois qui sont un peu bâton de pèlerin et un peu réseau j'y vais. Mais finalement, moi, je trouve qu'au bout de 9 mois, c'est pas le MRR d'une licorne, hein, évidemment, mais on sent le pipe qui avance, on sent qu'il y a de la curiosité. Et effectivement, après, il y a cette croissance et cette explosion qui se passe au bout d'un an. Et là, maintenant, on est à peu près à une centaine de nouveaux clients par mois, ce qui fait que l'histoire est un peu folle, mais au moins, on a compris que c'est plusieurs alignements de planètes aussi, à un moment donné, qui sont intéressants. Et je dirais un dernier, c'est le marché. Hein. Quand on est prêt, ready, on a quand même Facebook qui sort son API server-side en disant, écoutez, les amis, si vous voulez continuer à faire du méta de façon de qualité, il va falloir brancher Facebook CAPI. Et Facebook CAPI, ça passe nécessairement par le server-side. Donc, quand vous avez Facebook qui souffle dans votre voile, a priori, ça marche un peu mieux que si on est tout seul. Donc, c'est pour ça, moi, je dis souvent, il y a aussi un peu de chance. Alors, tout le monde dit non, vous n'avez pas de chance, vous êtes bon, c'est bien pour nos égos. On parlait tout à l'heure, c'est super. Mais il y a un moment donné, peut-être que oui, la prédiction qu'on fait, le moment dans lequel on arrive et l'exécution qu'on fait, elle est impeccable sur Addingwell. Maintenant, moi, j'ai pas soufflé tout seul dans la voile du business. J'ai eu des beaux partenaires et aussi un facteur marché qui vient aider. Et là, dans ces cas-là, ça crée un succès sympa, quoi. J'aime bien cette idée de souffler justement, avoir le vent dans le dos finalement, souffler dans la voile. J'entends le côté chance, mais effectivement, c'est aussi pour ça que je vous ai invité. On sent ce côté exécution. Ce côté, d'avoir tout de suite mis en place le pay-as-you-go, d'avoir créé le réseau de partenaires. Et je voudrais revenir sur le pay-as-you-go parce que tout à l'heure, tu as dit un truc du genre, en France, je me souviens plus du terme, mais c'était, on est un petit peu en retard sur le pay-as-you-go ou des choses comme ça, non? Alors, on est en retard. C'est plus que c'est pas un mode. C'est pas une mécanique, c'est pas dans la culture. S'explique par plein de trucs. Hein. Sur la partie financière, la France est un des je crois, derniers pays du monde à avoir autant de traitements de chèques. Et donc, en fait, c'est un peu culturel. Le paiement sans contact, ça fait peur. Et on le voit dans les process d'entreprise. Il y a des entreprises aujourd'hui dites digitalisées pour lesquelles le service marketing n'a pas de CB. Et donc, c'est un système de bons de commande où il faut une facture. Alors, ça leur permet de nous payer à 120 jours. C'est super pour eux. Mais en réalité, ça force pas l'innovation et l'accélération de cette innovation. Donc, c'est plus ce sujet-là où, effectivement, et d'ailleurs, c'est un des sujets et un des débats qu'on a au début. C'est-à-dire que Julien vient avec sa vision produit qui est aussi acheteur de produits et de SaaS, et notamment des SaaS américains dans sa vie, parce que les product owners, entre guillemets, utilisent beaucoup d'outils sur lesquels il est commun d'avoir des licences payantes, de Figma à des petits outils classiques. Et on va très vite, on dit, ah tiens, ça peut augmenter ma productivité. Clac, c'est une licence à 15 € ou à 15 $. Et il faut une CB, il faut un compte professionnel qui permet de libérer ça, ou même faire du prélèvement SEPA. Et donc, quand il me dit, en fait, effectivement, Addingwell, ça peut être un bon candidat au pay-as-you-go parce qu'il y a des web analysts, des traffic managers ou des responsables tracking qui ont une CB et qui, sur un coup de tête, entre guillemets, c'est-à-dire en ayant vu une vidéo, en ayant lu notre doc, vont se dire, je vais essayer. Donc, on libère cet essai par la free trial, qui a un très bon succès aussi, parce que ça nous fait un vivier de leads sur lesquels ceux qui n'avancent pas, on va les aider. Ceux qui ont beaucoup avancé, on va les contacter pour pouvoir les faire souscrire à notre service. Mais globalement, la finalité, c'est de se dire, OK, est-ce que vous allez souscrire à notre service et nos paiements? Donc, on a une rupture qui est liée à des personnes qui ne peuvent pas le faire, ou alors ne souhaitent pas le faire. Parce qu'inversement, c'est un petit peu, et c'est ce sur quoi Julien m'a convaincu aussi, c'est de se dire que des services comme GCP, des services, c'est des CB aussi. Et donc, en fait, quand il s'agit de payer Google, Facebook, Criteo, on met une CB. Et donc, des fois, la facture journalière de Facebook, c'est notre facture annuelle
Addingwell, et On est nous, on peut d'accord. pas avoir de CB, et on doit être dans un process de folie. Et donc, c'est là où moi, en tant que commercial, et c'est un peu des fois les réflexes de commerciaux, dès que vous changez un truc à un commercial, vous lui dites non, c'est paiement comptant, c'est plus mensuel, c'est prélèvement, c'est pas. On est tout de suite réfractaire au changement, les sales. On n'est pas à la bonne école. On se dit, non, si je dois dire ça à mon client, comment il va le prendre? Et en fait, au final, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, je sais pas si tu as des chiffres, mais on doit être en volume de clients pay-as-you-go versus facturation. Ah oui, en volume de clients, tu as 3/4 des clients qui sont en pay-as-you-go. C'est un quart du chiffre, tu vois. Mais du coup, c'est les plus petits clients. Mais oui, c'est devenu commun. Et ouais, du coup, la grande majorité de nos clients sont en pay-as-you-go, arrivent directement sur la plateforme, souvent accompagnés par un partenaire. Parce que tu vois, typiquement, ce premier client qui arrive tout seul, qui bosse chez un annonceur et qui signe en ligne, c'est le premier, mais en même temps, on n'en a pas vu, tu vois, sur les 1000, je sais pas combien il y en a, mais s'il y en a 50, c'est bien. Mais le schéma classique, ça reste quand même le partenaire qui t'aide et qui dit à son client, ok, en fait, pour avancer, je vous ai créé un compte, vous mettez votre carte bancaire et c'est parti. Et du coup, cette version gratuite, le partenaire plus le client qui est en capacité d'être autonome sur l'achat, ça marche super bien. Et du coup, on a plein de clients pay-as-you-go qui n'ont jamais discuté avec aucun sales chez nous et qui ont juste discuté avec l'équipe support à un moment ou avec leur partenaire qui a lui discuté avec l'équipe support. Quoi. Et ça qui crée après au niveau de l'exécution, c'est-à-dire que notre équipe commerciale, c'est Enterprise. Donc, c'est vraiment pour aider soit les partenaires qui ont besoin de nous pour leurs premiers clients. Donc là, on fait une grosse action commerciale pour les aider et co-pitcher avec eux. Créer les documentations ou les présentations commerciales. Et ensuite, la dimension Enterprise, où là, effectivement, sur des sujets techniques, mondiaux, des contrats de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, là, effectivement, c'est important pour nous d'être présents. Et d'ailleurs, même économiquement parlant, c'est important d'être présent chez ses clients de façon classique. Mais c'est vrai que cette association pay-as-you-go et modèle Enterprise, elle marche très bien. Dans la productivité et l'exécution dont tu discutais, ça nous permet aussi de démarrer une boîte en étant full concentré sur les clients et le produit, et pas, parce que c'est bien de dire 1000 clients, mais 1000 clients au bout de 3 ans, c'est 1000 factures mensuelles, 1000 personnes qui payent pas toujours en temps et en heure, donc des relances. Et donc on se dit à un moment, est-ce qu'on recrute quelqu'un en plus au support pour aider nos partenaires, ou est-ce que c'est déjà le moment d'avoir quelqu'un en comptabilité et en traitement? Et on a l'avantage. Alors, c'est plutôt la partie Julien sur ces connaissances-là, mais globalement, quand je compare moi j'ai eu des aventures avec tous les deux, Masberry, on a beaucoup de clients et on a ce fameux vendredi, on arrête la boîte et on fait la compta. Il y a les factures, enfin tu revois cette image-là. Tu m'as vu une fois faire ça, ouais. Après j'ai pris une assistante. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, un des premiers recrutements, c'est de trouver, et on a eu la chance chez Masberry de tomber sur une perle rare côté Assistana, qui des fois c'est aussi des recrutements qui sont compliqués ou complexes parce qu'il faut la confiance. Il y a des gros enjeux sur ce premier recrutement, RAF, assistant ou assistant comptable. Que là, on peut complètement l'écarter. On fait le choix de Stripe. Ça coûte de l'argent, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est dingue. En comptabilité, des boîtes comme Penny Lane, et ensuite un élément comme le pay-as-you-go qui fait que l'association de ces trois éléments-là, en temps gagné par semaine, ça permet d'aller plus vite et plus loin sur différents sujets. Donc, on peut quasiment des fois mettre des petits hacks de modèles économiques ou d'éléments dans les facteurs clés de succès qu'on cherchait tout à l'heure. Je l'ai dit au tout début, c'était mes premiers mots. Vous m'inspirez et je me suis vraiment inspiré de vous sur le côté Stripe. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi chez Furtiveo et je suis enchanté. J'ai aussi cette vision de dire, je veux reporter au maximum le fait d'engager quelqu'un sur la partie administrative, les contrats, les factures, etc. Et c'est vrai que je me suis appuyé sur Stripe et je suis plus qu'enchanté. Et je vais même beaucoup plus loin, moi, chez Furtiveo. Enfin, en tout cas, j'ai une vision qui est de dire, nous, on transforme les PME et du coup, de dire, finalement, je demande à mes clients qui sont des PME de payer par carte bancaire. Et certains me disent, tu peux pas m'envoyer un contrat? Non. En fait, donc j'insiste. Pourquoi? Parce que
finalement, transformer une entreprise, c'est, on va dire, lui apprendre à travailler différemment. Certes, travailler avec l'intelligence artificielle, mais pour moi, on va dire, c'est un tiers de la transformation. Le reste de la transformation, c'est l'exécution. Et dans l'exécution, c'est aussi être à l'aise pour apprendre à payer des services en ligne, 14 € par mois, autant par mois, etc. Et voilà. Donc, j'ai vraiment cette vision en disant, finalement, moi, une entreprise qui vient me voir et qui dit non, Thibaut, je ne signerai pas sur je ne souscrirai pas à Furtiveo directement sur un lien en ligne, je veux un contrat papier, moi, je me dis, ça va être un client difficile, quoi. C'est un peu ça, le truc. Oui. Donc, oui, et ça passe, c'est ces éléments-là qui vont leur permettre d'être transformés. On a tous dans nos vies perso des indépendants, des TPE, des PME. Et c'est vrai que ils sont tellement dans le travail qu'ils n'ont pas le temps d'innover. Et moi, je vois la charge administrative d'un médecin, d'un kiné, d'un garagiste, où on se dit, tiens, c'est marrant, nous, on vient avec notre vision très start-up en disant, attends, tu peux faire ça, ça, ça. Mais en fait, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et donc, soit on vient et on leur propose un sum-up, et c'est super parce que c'est une révolution, mais ils y voient que la commission. Oui. Et donc, pas le gain. Parce qu'il dit, non, moi ça marche, je fais une demi-journée par semaine de compta, et on se dit, mais imagine, si je t'enlève cette demi-journée, qu'est-ce que tu peux faire en plus et cette innovation ou cette révolution, elle passe des fois par des obligations ou des éléments légaux. Je pense que la fin du ticket de caisse imprimé va digitaliser une grosse partie du parc TPE-PME. Donc voilà, c'est un peu au forceps, mais ça va aider le marché à être meilleur. Je reviens sur ma question que j'avais notée. Est-ce qu'une PME comme Furtiveo, où on a un site internet, on dépense 500 € de publicité au CPC par mois, est-ce que ça a du sens de prendre Addingwell ? Si je dis non, c'est dommage. Non, c'est pour ça que j'ai dit 500. Après, voilà, ça a du sens au bout de 3000, j'en sais rien. En fait, en réalité, il n'y a pas vraiment de sens parce que la partie financière, elle est justement rapidement craquée en disant qu'un Addingwell, c'est 90 € par mois. Donc, au final, je dirais que presque toute entreprise qui a une activité digitale peut se permettre d'avoir les 90 €. Après, c'est juste les assets qui vont être différents, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait des datas ou quelles sont les analyses. Alors après, effectivement, Furtiveo et Thibaut, vous ne dépensez que 500 € sur Internet, mais ton sens un peu data-driven historique fait que je te dis oui, mais Addingwell, parce que les données que tu regardes dans ton Google Analytics, elles sont galvaudées parce qu'il manque des cookies, les sessions, tu as un taux de nouveaux visiteurs qui est complètement incohérent parce que Safari, par exemple, coupe le cookie toutes les 24 heures. Donc toi, tu as l'impression que tu fais des actions de notoriété, de prospection. Il y a super, j'ai plein de nouveaux users et de nouveaux visiteurs sur mon site internet. En fait, en réalité, c'est tous ceux qui étaient là il y a 24 heures et qui sont revenus sur ton site internet. Donc toi, tu n'as pas avancé dans ta progression de notoriété de marketing. Et donc ces éléments-là, dès lors qu'on regarde un analytics même gratuit comme GA, dès qu'on dépense un peu d'argent et qu'on veut calculer un coût d'acquisition ou un retour sur investissement, c'est important d'être au server-side. Après, le server-side, avec Addingwell, le gros avantage, c'est que j'ai pas grand-chose à faire. J'ouvre les éléments, je fais ma migration, je suis ma doc. J'ai un freelance qui a fait mon site qui peut carrément le faire avec nous. Et d'ailleurs, lui, il va mettre une nouvelle corde à son arc. Ou alors, inversement, je prends la doc une seule fois et j'appelle le support Addingwell et je le fais. Donc, ça rentre complètement dans ces éléments-là. Parce que aujourd'hui c'est 500, parce que Furtiveo c'est ta nouvelle activité aussi, mais si ton CPA est intéressant, mécaniquement tu vas passer à 1000. Ce que j'ai pas dit, c'est que effectivement ça pourrait finir à 3000 quoi. Et exactement. Donc ça va me motiver à dépenser 3000 dans quelques mois. Si justement j'ai une bonne mesure alors. Alors oui, et en fait c'est justement qu'est-ce qui va driver ta décision de passer de 500 à 1000. Et là on est presque dans le loup de Wall Street où je te demande de signer avec quelque chose. Envoie-moi le lien Stripe. Mais du coup le sujet est de dire c'est que ta décision de passer de 500 à 1500 €, elle va être basée sur quoi ? Elle va être basée sur le CPA et la rentabilité. Et donc si je te dis que ta décision elle est mauvaise et que tu es aveugle ou plutôt borne parce que tu as l'impression de voir des choses, donc tu as confiance, mais en fait, en réalité, elles sont mauvaises. C'est là où, effectivement, c'est important. Maintenant, j'ai un blog, je regarde pas trop, je traque pas et ainsi de suite. Il n'y a pas réellement d'intérêt, sauf si vraiment on est un peu à fond dans la web analyse. Mais effectivement, TPE, PME, activité digitale, lead gen,
c'est important. Lead gen avec investissement publicitaire, c'est crucial. E-commerce, no way. Il faut y aller parce que de toute façon, on est bloqué. C'est à peu près ça, je dirais. C'est pour ça que notre taille de marché, elle est grande. Non, mais j'attendais effectivement de voir aujourd'hui pour vous poser la question parce que c'est un sujet effectivement et forcément tu prêches un convaincu par rapport à notre métier historique. Je vais pas m'amuser à dépenser 500 € par mois sans pouvoir mesurer cette rentabilité parce que je le fais aussi dans un état d'esprit d'augmenter progressivement. J'ai encore une dernière question. Tu as parlé du coup maintenant c'est plus un essai gratuit d'un mois, c'est 100 000 hits, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, on a, c'est tout nouveau et ça sort avec notre nouveau. On est en plein rebranding et du coup, on est là avec nos nouveaux pulls. On mettra le nouveau logo, tout ça à la caméra. Oui, bah écoute, avec plaisir. Montage, et m'envoyer tout ça. Au moment des éléments, on sera déjà avec nos nouvelles couleurs et ça rentre un petit peu dans ces sujets-là où bien évidemment on vient renforcer qui on est vraiment. Et d'ailleurs, ça reprend toute la logique du why ou pourquoi on fait un rebranding, c'est que le site web, il a été fait il y a 3 ans et on n'a pas le temps de le mettre en place. Et aujourd'hui, les valeurs qu'on essaye de donner autour de l'expertise, la puissance, se traduisent pas au travers d'un logo, d'un code couleur très start-up, très élément de garage. Et donc, on a décidé de repasser sur ce sujet-là pour apporter encore un peu plus de confiance dans la marque avec une marque forte et une identité graphique beaucoup plus forte. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on va naturellement travailler. Après, il faut que tu me redonnes la question. En fait, sur les 100 000 hits, finalement, moi, je pourrais... Peut-être que les 100 000 hits, ça va me permettre de passer de 500 € par mois et de commencer mes analyses. Et peut-être le jour où je devrais payer 90 € par mois, je serais peut-être à 2000 € par mois de dépenses, non? Exactement. Et donc, en fait, sur cet élément-là, on avait dans la Sandbox une notion qui était chez nous très lead gen, en fait, de la Sandbox, c'est-à-dire essayer vite, gratuitement. Mais on peut très vite être contacté par l'équipe commerciale parce que si au bout de 30 jours, j'ai pas mis ma CB, le serveur s'arrête. Et donc, c'était plutôt dans notre stratégie d'acquisition au départ, où là, maintenant, on a la chance d'avoir ce côté pionnier et leader d'opinion, où on a suffisamment de leads et cette épée de Damoclès de fin de période d'essai, elle devient moins importante pour nous en matière de taux de conversion, mais plutôt, on a envie de la mettre comme, justement, de laisser au marché ou justement des boîtes comme Furtiveo en disant nous on lance le site internet, on a peu de trafic et donc ça tombe, tu vas avoir Addingwell gratuit pendant un an et demi sans aucun problème avec tout cet élément qui va se dérouler et au bout d'un an et demi forcément ça fait partie de tes process de décision, tu passeras peut-être à 3 ou 4 000 € d'investissement, tu auras un site leader sur ce marché-là et là effectivement tu paieras 90, 190 € par mois mais tu seras content de les payer. Donc ça devient évident de m'inscrire à Addingwell, même dès aujourd'hui, quoi. De toute façon, si on finit la vidéo maintenant, moi, je sors l'ordinateur. Ok, je vais te donner mes DNS. J'ai encore plein de questions, mais je voulais juste finalement vous poser une nouvelle question ouverte, mais j'en ai d'autres après, mais c'était ma première question. Comment fait-on pour réussir aussi vite et aussi bien? On a déjà abordé plein de sujets, que ce soit le partenariat, les choix stratégiques de techno, de commercialisation, de recrutement et même d'association. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels que vous voulez ajouter, vous voulez partager avant de passer à une autre partie de ce podcast? Soit on reparle de chance parce que moi j'aime quand même bien l'utiliser parce que ça fait partie aussi. Je pense que je pense, enfin, j'ai démarré mon intro en disant je suis un entrepreneur par accident et je pense qu'il y a des gens qui sont des excellents entrepreneurs et c'est juste que ils sont pas au bon moment avec la bonne idée et malheureusement la rencontre entre leur produit et leur marché elle se passe pas. Et on peut pas rétro-ingénierer leur truc en disant mais attends, t'as fait ça comme erreur, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'écris toi un bouquin en ce moment et tu m'as partagé quelques infos. Il y a des décisions que tu prends à un moment où tu dis oui je peux me dire ou je peux me gargariser de dire que cette décision c'est la meilleure décision que j'ai prise et c'est grâce à ça que je suis devenu hyper bon.
Et en réalité, elle aurait pu être tout aussi mauvaise parce que c'est des fois des alignements de planètes. Donc, j'ai toujours, et pourtant je suis pas du tout superstitieux, mais j'aime bien dire qu'il y a des contextes et des facteurs exogènes qui font partie du succès d'un entrepreneur, ou du moins ce que je pense être un entrepreneur. Et après, on n'y a pas beaucoup apporté d'importance parce qu'on a vite été dans les produits et les aimants. L'association, pour moi, il y a quelque chose qui est clé dedans. Et je trouve que moi, ce que je vois, et en étant aussi, on a été avec Masberry incubé à Euratech, toi avec Merch, et là, on est proche de l'écosystème d'Euratech sans être incubé là-bas. Je vois beaucoup d'entrepreneurs avec des super idées, mais sans un associé. Et donc, on voit des gens qui sont des excellents devs produits avec quelque chose qui est d'une finesse, d'une délicatesse parfaite sur le marché, mais incapacité à vendre. Et inversement, je trouve que ceux qui font des boîtes catastrophes, c'est les commerciaux. Moi, si demain je devais monter une boîte tout seul, à chaque rendez-vous client, je pivote. Et du coup, moi, j'ai eu cette chance avec toi et avec Julien, de rentrer de 10 rendez-vous clients en ayant l'impression d'avoir une tendance de fond qui se dégage et qui est super, et de venir chez vous et vous me dites bon, boîte à idées, quoi. Et en fait, tu vois, ce truc-là, enfin, vous riez, mais on l'a vécu plusieurs fois parce que il faut jamais monter une R&D, une nouvelle features basée sur un rendez-vous parce que le sales est verrouillé dans son closing et il a toujours le sentiment de se dire si j'ai cette features, je le signe demain. Ce qui est absolument faux parce que qu'on le projette dans cet usage-là et qu'il soit OK, il va quand même signer de toute façon. Et la question de se dire est-ce que c'est vraiment cet usage-là qui est la cerise sur le gâteau qui fait que le château de cartes complet s'efface et s'effondre. C'est pas vrai. Et donc, en fait, il faut être conscient de son produit. Et pour qu'on soit bon, il faut les deux. Et si je prends même les expériences, alors à Dingwall, on s'est trouvé très complémentaires avec Julien et ça marche bien. Mais dans vos deux aventures où moi, je vous ai rejoint, Thibaut, le premier sujet, c'est de se dire, OK, j'ai la vision de mon produit, j'ai les éléments, mais est-ce que ça fait de moi le meilleur commercial de la boîte ? Eh ben, pas forcément. Et la première fois qu'on s'est rencontrés sur Merch, c'était de dire, voilà, mon produit, il marche, j'ai des clients et autres, et je me pose une question, c'est est-ce que je dois être le CTO de ma startup ou est-ce que je dois être le directeur co de ma boîte ? Et ma réponse a été de dire, mais est-ce que t'es DIRCO de base ? Non. Donc, reste CTO, puisqu'a priori, c'est ce que tu sais faire. Et d'ailleurs, je t'avais présenté un DIRCO à l'époque pour pouvoir monter cette partie-là. Et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est les commerciaux ont besoin de têtes produits pour galvaniser l'énergie, la concentrer et en faire un produit. Et le côté produit ne doit pas penser qu'il va maîtriser son go-to-market, comme peut l'être quelqu'un qui est spécialiste sur cette partie-là. Et donc, je dirais que les boîtes à deux, même si je sais que des fois les investisseurs se disent est-ce qu'il n'y aura pas une rupture entre les associés, est-ce qu'il n'y aura pas des histoires, parce que les histoires de boîtes démarrent aussi par des ruptures de confiance entre associés. J'aurais quand même demain, si je devais investir dans une boîte, beaucoup plus confiance en voyant le duo complémentaire que quelqu'un tout seul qui a une super idée où je trouve que son idée elle est géniale, mais je me dis il va pas me faire rêver en rendez-vous. Et ça, c'est peut-être un des points les plus importants au-delà du marché du produit. Ouais. D'ailleurs, il y a plein de VC qui le disent ouvertement et il y a des stats là-dessus qui refusent d'investir dans des boîtes où il n'y a qu'une seule personne. Et parce que les boîtes à 2, à 3, ça marche mieux. Et du coup, il y a plein de VC qui disent OK, on n'y va pas parce que tu es tout seul sur ton business. Et ça arrive souvent. Après, en ce moment, c'est la mode des solopreneurs. Peut-être que ça changera. Il y a peut-être d'autres façons de créer des boîtes, etc. Et je pense que de toute façon, il y a 10 000 façons de faire du business et de l'entrepreneuriat qui fonctionnent. Mais oui, moi aussi, c'était un point ultra important. Tu vois, je disais, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Tu vois. En fait, je l'ai même jamais décidé. Tu vois. Je pense que je l'ai toujours su. J'ai toujours, tu vois, dans mes notes, un truc avec plein d'idées de boîtes qui me traversent l'esprit et je les laisse. Et puis, un jour, je les revois, je me dis, oh putain, c'était vraiment nul. Ou alors, en vrai, il y a peut-être un truc à tirer. Et de la même façon, j'ai une autre note que j'appelle Dream Team avec tous les gens que je rencontre dans ma vie en me disant ah ouais mais en fait eux ça pourrait être demain des associés super sympas ou des collaborateurs avec qui j'aurais envie de bosser et ouais ça c'est super essentiel. Je pense que on a tous des préférences même si t'as des personnes qui sont ultra généralistes et qui
qui savent à la fois vendre, faire du produit, etc. Tu as quand même un truc où tu es meilleur. Et du coup, savoir trouver des associés et se dire, OK, lui, il va pouvoir me compenser sur ça, me tirer sur cette partie-là. Je pense que c'est super important. Je pense que tu vois, typiquement, Addingwell, une boîte où on savait que ça allait être dans la Martech. S'il n'y avait pas Romain, moi, je me serais jamais lancé tout seul sur Addingwell parce que ça faisait déjà longtemps qu'on bossait ensemble et je savais que le duo pouvait fonctionner. En vrai, je pense jamais je lance Addingwell tout seul, même en ayant l'idée du produit parce que ça aurait pas marché, tu vois. C'est sûr. J'aime bien l'idée de dire dès que je rencontre quelqu'un d'inspirant, je le note en disant Tu m'avais déjà partagé cette je savais anecdote. pas. J'aime bien cette idée. Mais Ça fait trop longtemps que je fais ça. Ouais, mais ça. J'ai démarré ça, je pense, vraiment au début. Il y a des gens que j'ai rencontrés à l'école qui sont encore dans cette liste. D'ailleurs, j'ai jamais sorti personne de cette liste. C'est un bon truc à ça. On recrute, hein, donc si dans cette liste il y a des gens, vas-y. Mais après, c'est ce que je dis. Quand je disais, je suis pas entrepreneur de départ, je trouve que ce genre d'éléments font de Julien un entrepreneur c'est vrai. de début. L'économie, la bourse, les compréhensions, Ouais. la comptabilité. C'est toi qui donnais des conseils en disant, à partir du moment où on s'intéresse sur la partie compta, finance, le bilan d'une boîte, ça fait de nous des meilleurs entrepreneurs. Mhm. Je trouve que c'est vos ADN, d'ailleurs beaucoup moins le mien, mais c'est toutes ces petites anecdotes qui font qu'on se dit ok, bon bah de toute façon demain si à Addingwell on arrête, lui il remonte une boîte et peut-être que moi je redeviens salarié, tu vois. C'est un truc qui pourrait carrément arriver en fait. Ouais, c'est en vrai, je pense que tu sais, t'as toujours un truc qui tourne en disant. Enfin, moi, c'est ça. Hein, j'ai toujours plein d'idées qui me traversent l'esprit en disant, OK, il y a ça, ça, ça. Et puis, en fait, c'est pas pour autant que demain, ça va devenir un business ou que le jour où Addingwell sera autre chose, je ferai ça. C'est juste qu'à un moment, tout ça, t'as des points qui s'alignent et tu te dis, OK, bah, là, c'est le bon moment et j'y vais, quoi. Dans ce que tu dis, Julien, c'est une des questions que j'avais. C'est finalement comment on fait pour être un entrepreneur qui réussit comme ça plusieurs fois de manière consécutive. Et dans les éléments de réponse, j'entends que finalement, il y a quand même une rigueur de ton côté qui est d'anticiper les choses, de s'intéresser à beaucoup de choses, de lire. Je sais que tu lis beaucoup, tu m'as déjà partagé des livres, etc. Mais donc ça, c'est vraiment beaucoup d'éléments de réponse que certains connaissaient déjà et d'autres que tu partages. Donc, Je pense. Enfin, en fait, t'as des ingrédients et après, t'espères que le gâteau sera réussi et t'as une grosse partie qui est, comme disait Romain, qui est, Un peu de qui est de la chance. chance. Et en fait, tu le fais avec tu vois, à Dingwell, on l'a fait avec l'intention que ça marche, avec tu vois, les résultats qu'on a là, c'est ce qu'on a écrit le premier jour. Et en même temps, on n'a pas écrit en étant sûr de les faire. On a écrit ces chiffres-là avec l'intention de les faire. Et on a eu de la chance en chemin. Et du coup, on y est arrivé. Et c'est même un peu mieux que ce qui était prévu. Mais oui, si au départ, tu n'as déjà pas l'intention, c'est plus compliqué. Après, je pense que en vrai, tu as plein de façons d'entreprendre. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de raccourci. Moi, enfin, tu vois, je sais qu'il y a des... En vrai, je sais que je pourrais... J'allais dire, tous les business m'intéressent et je suis curieux par nature de plein de choses. Et en vrai, je me suis retrouvé dans la Martech, mais je suis pas un vrai geek ni un vrai marketeur et je suis arrivé presque là un peu par hasard. Mais mais à l'inverse, tu vois, j'ai des clés et de toute façon, c'est une façon de trier ma liste régulièrement. Je sais que moi, ce que je trouve comme un bon business, un business dans lequel j'ai envie d'être entreprendre, ça doit respecter certaines règles dans mon esprit. Et du coup, j'ai ma petite grille de lecture. Et c'est quelques notions clés que j'ai toujours en tête avec lesquelles je filtre plein de... que ce soit des idées ou des décisions qu'on prend. En vrai, tu prends toujours plein de décisions quand tu es entrepreneur. Et du coup, en ayant toutes ces clés-là et toute cette grille-là, tu les prends de façon beaucoup plus rapide et plus sereine, quoi.
Il y en a qui vont voir le podcast et qui vont l'écouter et qui vont dire Julien, est-ce que tu peux me coacher ou Julien, est-ce que tu peux me partager ta grille d'analyse Ils auraient raison, mais nous on le garde. Non, mais j'ai pas de. En vrai, je pense que c'est important que chacun ait la sienne, tu vois, et soit à l'aise avec ça. Bien sûr. Moi, je sais que je peux te donner, moi, les clés que j'ai en tête. Je sais que j'ai besoin, pour créer une boîte, que je suis certain que ça va créer de la valeur. Et limite, pas forcément que ce soit. Enfin, tu vois, la valeur se traduit pas forcément par de l'argent tout le temps, parce que tu as la création de valeur, et puis après, tu as le fait d'accaparer cette valeur. Du coup, c'est vraiment au sens ça crée de la valeur pour quelqu'un. En vrai, tu vois, il y a des assos qui créent de la valeur. C'est pas forcément quelque chose qui se matérialise par de l'argent. Et du coup, ça, c'est le premier sujet. Tu vois, il faut vraiment que ça craque un truc et que ce soit pas juste OK, j'ai trouvé une façon de présenter quelque chose en montrant qu'il y a de la valeur. Il faut que fondamentalement, que je comprenne vraiment qu'est-ce qui crée de la valeur dans ce système-là. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, ces deux éléments qui sont super importants l'un avec l'autre, c'est que faut qu'on soit capable de produire un service ou un produit, tu vois, qui soit rentable. Du coup, il ne s'agit pas que ce soit rentable à la première unité de fabrication ou à la première fois que tu fais le service, mais que tu sais que de façon marginale, tu vas avoir une rentabilité marginale à chaque fois. Du coup, ça, c'est un premier point. Et limite, c'est même mieux qu'il ne soit pas rentable la première fois. Et tu vois, d'ailleurs, à Dingwell, c'est le cas. Si tu fais le premier client, on a passé 4 mois pour lui monter son infra, son serveur, trouver comment il fallait le mettre bien à 4 mecs, et on lui vendait ça 20 balles par mois. Bon, je ne fais pas de dessin, c'est pas rentable. Mais ça amène au deuxième point. Et le deuxième point, c'est que ce que tu viens de fabriquer ou ce que tu viens de produire, que ce soit du logiciel ou pas, que ce soit répétable et le plus souvent possible. Et finalement, moi, à chaque fois, c'est ce que je cherche, tu vois, dans les idées, c'est qu'elles soient rentables ou moins marginalement et que ce soit répétable plein de fois. Et je trouve que c'est ce qui est super important. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai tout le temps en tête. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, chez Addingwell ou dans mes précédentes expériences, à chaque fois qu'on vient me voir avec des idées produits, je dis non. C'est que, en fait, une fois que tu as trouvé un modèle, un produit, une façon de produire un service qui est rentable, il faut savoir le répéter chaque jour. Toujours de la même façon, tu vois, tu as vraiment cette notion d'industrialisation et tu viens le répéter plein de fois. Et en fait, c'est en faisant ça où tu vas trouver de la croissance et de la marge. Et une fois que tu as de la croissance et de la marge, après, ça te laisse du temps pour plein d'autres choses. Mais cette partie-là, elle est super importante. Pour moi, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on veut ajouter des choses, on veut complexifier, on veut aller chercher des cases différents, etc. Et en fait, ça casse ces deux points-là. Ou alors, ça arrive aussi beaucoup, et je pense en France, c'est une partie qu'on ne fait pas toujours super bien, c'est qu'on prend une niche, on commence à essayer de vendre dans cette niche, et finalement, on s'en va vite pivoter sur d'autres types de clients, etc. Et en fait, il y avait encore un potentiel de dingue. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de bien faire chez Addingwell, c'est que tu vois, en vrai, on est dans une niche de niche, tu vois, parce que on se parle de WebA, on se parle de tracking server-side. Du coup, c'est un petit élément, tu vois, de ce qu'est tout l'e-commerce. Par contre, dans cette niche-là, on est vraiment en train d'avoir... je pense qu'en France, on a quand même la majorité des partenaires. Tu vois, il y a un élément qui marche bien. Aujourd'hui, un grand compte, en France, quand il veut faire du server-side tagging, il va aller voir... il va faire un appel d'offres, il va avoir 3-4 partenaires. Ils vont tous venir avec Addingwell en proposition. Et du coup, on est vraiment en train de répéter ça tous les jours avec plusieurs clients et le faire de mieux en mieux. Et pour moi, c'est ça que je cherche à chaque fois, c'est d'avoir ces éléments-là, de la valeur, le fait que ce soit rentable marginalement et que ce soit répétable. Et ça peut avoir l'air un peu boring de toujours le faire, mais en vrai, je trouve que c'est un élément à avoir en tête. Parce qu'en fait, si tu changes trop souvent, la valeur, elle est pas vraiment là, tu n'es pas capable de la reproduire facilement. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention. Et je pense que c'est un point que j'avais en tête, tu vois, chez Addingwell et que j'ai toujours en tête chaque jour. Du coup, c'est un peu ça ma grille de lecture.
Ouais, ça me permet de savoir comment je lui vends la prochaine features, du coup. C'était une bonne question, Thibaut. Répétable, ouais, ok. L'entrepreneuriat, c'est quand même un exercice extrêmement complexe qui demande énormément d'intensité, de rigueur, etc. Et on voit que vous avez fait enfin, c'est ce que vous appliquez. Hein. On voit, c'est pas une solution, c'est pas une feature qui a été imaginée comme ça. C'est des tonnes de réflexions basées sur l'expérience de vous deux. Donc merci vraiment pour ce partage. Je voudrais aborder un sujet que j'aime beaucoup et que beaucoup apprécient, c'est le sujet du financement d'une société, en l'occurrence d'une société SaaS. Vous n'avez pas levé de fonds pour Addingwell. Est-ce que l'on peut dire que vous avez volontairement adopté, on va dire, une approche de bootstrapping pour développer votre entreprise? Pour info, le bootstrapping, consiste à financer et faire croître son entreprise uniquement à partir de ses propres ressources sans faire appel à des investisseurs externes. Pourquoi avez-vous choisi cette voie et quels sont pour vous les avantages d'une telle approche? Voilà, si vous pouvez partager, on va dire, avec combien d'argent vous avez lancé Addingwell, des choses comme ça, ce sera des partages vraiment intéressants pour tout le monde. Ouais. Je vais faire un panorama Ouais, je de peux. comment on a démarré. Après, on voit. On s'est jamais dit qu'on ne leverait pas de fonds. Par contre, on s'est toujours dit qu'on les leverait le plus tard possible et à un moment où tu sais que le cash qui va arriver va être très vite dépensé, très vite investi et va très vite où tu vas être capable de produire un retour sur investissement. Ce qu'on savait, je pense, et Romain et moi, c'est que on n'avait pas de drapeau à planter sur la levée de fonds et que c'était pas on se disait pas, ok, on aura une petite médaille en plus d'entrepreneur avec le fait d'avoir fait une levée de fonds, une série A, une série B. Mais on s'est jamais interdit de le faire. On n'a pas eu besoin parce qu'en fait, il y a plusieurs choses où on a essayé d'être malin dès le début sur cette partie-là. Et en fait, tu as toujours plein de façons de financer une boîte autrement que par la levée. Et en vrai, à mon avis, aujourd'hui, quand tu fais un SaaS B2B dans la MarTech, tu vois, qui est quand même, tu vois, c'est de la soft tech, hein, t'es pas, les investissements tech, ça reste des personnes qui font du logiciel dans la MarTech, t'es pas sur des investissements super lourds. Pour moi, aujourd'hui, faire du SaaS B2B sur la MarTech, tu peux réussir sans lever d'argent et ça marche et il y a de plus en plus d'exemples là-dessus. Ce qu'on a fait au tout début, c'était un peu particulier puisqu'en fait, comme je te disais, on est arrivé avec 6 personnes qui sont arrivées dès le début et en fait, ces 6 personnes plutôt seniors qu'on avait rencontrées en chemin en leur proposant de venir travailler pour Addingwell de façon gratuite, mais en échange d'actions. Du coup, ce qui se fait d'ailleurs pas mal, tu vois, t'as pas mal de boîtes qui font CTO for equity, où en fait, t'as une équipe avec un commercial, etc., et t'as pas de CTO, tu vas chercher un CTO, et le CTO, au lieu d'être payé, récupère de l'equity. C'est un peu d'ailleurs ce que font les startup studios, tu vois. Là, nous, on a fait ça, j'allais dire, entre nous, avec une règle assez simple qui était que, en gros, sur chaque jour que chaque personne travaillait, soit il pouvait le prendre en cash en étant freelance, ou soit en equity. Et finalement, on a construit le début comme ça, avec du coup Romain et moi qui touchions de l'argent de Pôle emploi, puisque ça reste finalement le premier financeur des startups françaises. Et c'est un vrai point, tu vois, ça nous a laissé, du coup, pendant 2 ans, la plupart de ces 6 personnes n'ont pas touché d'argent et ont eu de l'equity chez Addingwell. On a mis aussi de notre poche, c'est-à-dire que t'as le bootstrapping quand tu es étudiant et que tu démarres vraiment, où tu as en fait que du temps et zéro argent. Nous, on n'était pas non plus dans cette position-là. Du coup, on a démarré avec un capital de 91 000 euros, tu vois, à nous 6. Ce qui n'est pas énormément d'argent, mais en fait, cet argent-là, plus 2 ans de temps de travail de 6 personnes expérimentées,
en vrai, c'était bien suffisant pour amorcer le début. Et après, ce qui joue, c'est la croissance et le succès commercial. Dès que tu as en fait, la croissance vient résoudre tous les problèmes. Dès que tu as de la croissance, que tu commences à signer des grands comptes qui te paient upfront 12 mois en avance, bah forcément, ça te fait ta trésor. Et le SaaS B2B, en tout cas le modèle chez Addingwell, elle mérite d'avoir un BFR négatif, ce qui fait que aujourd'hui, plus on croît, plus notre trésorerie, enfin en fait notre trésorerie croît plus vite que notre résultat. Un BFR négatif. Exactement. Besoin en fonds de roulement négatif. Exactement. Et du coup, ça s'explique assez simplement. Hein, c'est que quand on signe un grand groupe pour par exemple 12 000 euros, il va nous payer 12 000 euros tout de suite qui vont arriver en trésorerie. Et ensuite, on va venir enregistrer dans notre résultat 1 000 euros de produits mois par mois. Et ce qui fait que tu as un financement qui arrive comme ça. Et tu peux garder une boîte qui est break-even, en tout cas qui est sur une limite de rentabilité en ayant une trésor qui soit là. Du coup, la question ne s'est pas posée jusque-là, elle se pose toujours pas aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on est capable d'aller chercher du recrutement et de lancer nos projets avec la trésorerie actuelle. En vrai, ça n'a jamais été une volonté de ne pas lever. Par contre, on s'est jamais retrouvé à un moment où on a eu à se dire ok, là, en fait, si on doit écrire un plan avec 5 millions en donnant 30% d'equity à un VC, est-ce que ce plan est meilleur ? On n'a jamais répondu oui à cette question et du coup, on n'a jamais levé. C'est surtout ça. J'aime bien merci, et c'est super intéressant ce que tu partages. J'aime bien cette notion de pins là que tu partages. Parce qu'en fait, finalement, si on est là à 3, c'est parce qu'avec Romain, nous on était associés, on a racheté ta boîte. Oui. Et on l'a racheté, tu sais pourquoi, hein ? On l'a racheté parce qu'on avait trop d'argent sur notre compte. Oui. Et pourquoi on avait trop d'argent ? Parce que d'une part, on avait fait une levée de fonds en trop, on va dire pour servir mon ego. Mais c'est Romain qui m'a influencé. non, je rigole. Mais si, en fait, c'est ça finalement. On était dans une position chez Maceberry où ça se développait bien. Oui. Et comme ça se développait bien, on pouvait lever des fonds facilement. Et moi, j'étais dans une phase où en disant, on va lever des fonds, on va lever 500 000. Et puis en plus de ça, ce qui a aidé aussi, c'est qu'il y avait la BPI qui était là pour dire, nous, on vous prête 300 000 en dette, etc. Donc, on s'est retrouvé avec plus 800 000 sur le compte, plus nos anciens fonds qui ont fait de l'antidilution, donc on s'est retrouvé avec un peu plus. Et 1 an plus tard, après la levée de fonds, on avait toujours cette somme, on va dire quasiment 1 million, plus notre besoin en fonds de roulement, on avait 1,5 million sur le compte. Et les fonds me disent, Thibaut, qu'est-ce que tu fous avec cet argent ? Et je dis, écoute, je le dépense, on recrute, on a recruté tout ce qui était prévu, etc. Oui. On a fait des salons, on investit. Ouais. Et je me rappelle, j'étais convoqué à Paris. Hein, on a fait un travail toute une journée, etc. Ils m'ont dit, Thibaut, finalement, ok, on va pas te demander, enfin en tout cas, un fonds ne demande pas, mais en tout cas, on va pas t'inviter à recruter 10 personnes en plus pour cramer justement ce cash, etc. Et l'opportunité justement de faire cette fusion-acquisition, donc avec une partie en cash, une partie en action, elle s'est présentée et vraiment c'est comme ça. Donc j'aime bien ce pins parce que c'est finalement grâce à ce petit pins que je me suis mis à l'époque et que je regrette pas finalement parce que ça a permis de faire tout ce qu'on a fait et c'est fun, mais je voulais partager cette petite anecdote. Et après c'est souvent le cas hein, au final les levées. Il y a des levées qui, effectivement, doivent remplir aussi les caisses parce que sinon, la boîte, elle est pas en survie. Hein. Quand il y a des modèles où c'est des modèles à full croissance sans rentabilité. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette du cash parce que le cash burn, il est supérieur à ce qui est fait. Et donc là, c'est ce BFR qui fait qu'on lève des fonds, non pas pour faire des nouveaux projets, mais pour pas que la boîte s'arrête. Parce que tant qu'on a la confiance d'investisseurs en disant, c'est pas encore cette année, mais c'est l'année prochaine, et on y va et c'est là généralement où on voit série A, B, C et en fait les chiffres les lettres A, B, C ou les chiffres 5, 10, 20 millions sont des fois pas les bons indicateurs à suivre en disant cette boîte franchement elle a le vent en poupe parce qu'en fait elle est toujours pas rentable et le jour où l'investisseur dit là stop, moi j'y crois plus, c'est le château qui tombe et on voit des super boîtes qui finissent pas bien à la fin. Et après il y a aussi un effet, c'est
Alors nous, on n'a pas fait des grosses levées ensemble. Addingwell est candidat à faire de la levée, mais effectivement, il faut qu'il y ait un projet, parce qu'en fait, effectivement, une boîte avec notre niveau de croissance, 3 ans, une trésorerie et un BFR négatif, si on doit lever, je suis sûr qu'on est accompagné assez facilement par des VC ou par des fonds. Mais on a aussi changé le prisme où à l'époque, on disait, tu sais, là aujourd'hui, on te propose de l'argent, prends-le. Parce que le jour où tu en auras besoin, tu l'auras peut-être plus. Et donc, il y a aussi eu ces éléments-là où nous, on le voyait à Euratechnologies, des levées à 500, 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc, pas des grosses levées, mais globalement, le coût de l'argent à ce moment-là, un peu de cash out ou une clause de respiration chez les entrepreneurs, ce petit planté de drapeau, effectivement, où... de toute façon, il fallait regarder dans les incubateurs. C'était ta boîte elle marche bien, donc tu vas lever. C'était presque un indicateur de réussite, de dire ta boîte elle marche, donc tu vas lever. Non, donc elle marche pas. Et au final, on a un peu changé d'air, ce côté un peu bootstrap aujourd'hui. Absolument. Et après, c'est l'argent. L'argent aujourd'hui est moins dépensé sans regard de rentabilité. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs, on savait pas si on allait devoir lever ou pas sur la route. Et c'est aussi un des éléments de notre ADN dès le départ, c'est de dire, OK, on va très vite chercher la rentabilité. On va très vite monter aussi des plans de recrutement en adéquation avec le MRR. En disant, OK, à tel niveau, on peut être à autant. À tel niveau, on peut être à autant. On avait des capacités de faire, parce qu'on a fait aussi une augmentation de capitaux pour aussi renforcer Addingwell et aussi renforcer la stature. Maintenant, là, c'est plus 91, mais c'est 250 000 euros de capitaux. Ce qui fait que c'était aussi important pour nos comptes enterprise de se dire, OK, c'est pas la startup avec 1000 euros de capitaux dans lequel je vais faire mon server-side tagging. Donc ça, c'était des étapes importantes sans avoir besoin de lever. Maintenant, je pense que l'histoire d'Addingwell, si on lève, c'est pour faire du M&A. Parce que globalement, là, on part et on cherche les clés de réussite pour l'international. On peut se les financer. Tu as cité la BPI, il y a aussi beaucoup d'accompagnement sur les sociétés françaises à l'export. Et donc, tu peux aller chercher des financements de ce type-là sans lever. Et il y aura le dernier point qui est de se dire, OK, est-ce que dans notre Watt qui répond, est-ce que c'est nous qui développons un nouveau produit derrière ou est-ce que c'est une opération comme toi tu l'as faite autour de Masberry qui va nous permettre d'étendre un petit peu notre scope. Et ça va être peut-être le sujet d'Addingwell, de se dire est-ce que la valeur demain, c'est de construire un autre produit ou répondre à un autre enjeu, ou est-ce que la valeur d'Addingwell, c'est ces 3000 clients avec 100% des data qui passent par notre plateforme Addingwell et te dire, tiens, ces datas-là, elles peuvent nourrir aussi d'autres idées, d'autres SaaS, et ça va peut-être être nos sujets de 2025. Top. Donc, une clé finalement à retenir, c'est vraiment cette notion de besoin en fonds de roulement négatif que vous avez chez Addingwell et qui a été aussi la clé chez Masberry. Pourquoi c'est une façon d'expliquer aussi pourquoi on n'a jamais dépensé cet argent levé et que voilà, donc c'est quelque chose à retenir, quoi. Ouais, et pourquoi on n'a pas de cheveux gris aussi, enfin. Ouais. Pour ceux qui ont. Je plaisante. Non, mais c'est surtout que on parlait tout à l'heure de sérénité pour nos clients, mais un entrepreneur serein, c'est aussi un entrepreneur qui réussit mieux. C'est-à-dire que quand t'arrives, on a partagé, on a tous une vie de famille, des enfants et autres. C'est cool, hein. Franchement, c'est passionnant tout ce qu'on fait, mais il y a un moment où tu dois pouvoir rentrer chez toi et déconnecter, tu dois pouvoir partir, un entrepreneur qui, moi, j'ai du mal des fois à avoir, ça fait 2 ans que je suis mon entreprise, j'ai pas pris de vacances, je fais 90 heures par semaine, c'est pas bon pour son business, c'est pas bon au moment où il doit prendre une décision clé, il a pas suffisamment et elle va forcément être liée avec quelque chose de perso ou de pro. Et donc, je pense que le fait d'être bootstrappé, pas forcément, parce qu'on peut faire une petite levée pour amorcer, mais le fait d'avoir toujours cette logique de BFR négatif ou de trésor qui monte en même temps que la croissance, ça permet effectivement, le week-end, moi j'accompagne mes enfants au basket et au foot et je suis très bien. Et à ce moment-là, je pense pas du tout à Addingwell. Alors, je rentre et effectivement, je vais créer les idées que je vais présenter à Julien qui va me refuser. Mais globalement, ça me permet d'être fun, pas trop fatigué et pas trop cheveux blancs. Parce que si on met des problèmes d'argent sur l'entrepreneuriat, je pense que là, ça crée des histoires un peu moins effervescentes. Oui. Ouais, donc, moi, quand je t'entends, je pense justement à cette justesse et cette bonne exécution. Cette justesse dans l'exécution, c'est d'avoir
était capable de prendre les bonnes décisions, de dire, bah, tiens, on va s'engager, on va demander aux clients de payer 1 an d'avance, etc., etc. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu me faisais la remarque où je te disais non sur les trucs, mais je me rappelle très bien du jour où je t'ai J'ai dit, failli le dire. Romain, nos clients payent nos factures annuelles au même titre qu'elles payent tel truc mensuellement. Donc maintenant, chez Maceberry, tout sera annuel. Et tu m'as dit non, non, non. Et puis finalement, en fait, c'est aussi une des clés, c'est que dans... Alors, t'oublies un truc, hein, Ouais. et si elles veulent rester en mensuel, elles paieront 250 € de plus, juste pour ce qu'on appelait des frais de traitement. Et dans cette phrase-là, moi, j'ai imaginé mon devis demain en disant choix du modèle et d'ailleurs, bah, en fait, c'est même plus drôle que ça parce qu'effectivement, un commercial est toujours réfractaire au changement dès qu'on touche à l'argent. Et d'ailleurs, un commercial perd un deal parce qu'on était trop cher. Et j'ai appris aussi à former des commerciaux en disant non, si t'as perdu, c'est avant. On a tous des produits qui sont plus chers que la moyenne. Alors moi, j'ai pas d'iPhone, mais l'iPhone est un excellent exemple de payer quelque chose plus cher ou trop cher par rapport à la valeur apportée face à ses concurrents. Mais il y a le changement de modèle économique, il y a le fait que c'est plus cher pour payer en mensuel sur cette logique de prix. Et donc, comment un commercial va traduire ça? Moi, je le traduis par une complexité. Je dis, OK, donc on a des gens qui peuvent payer de façon annuelle, des gens qui peuvent payer de façon mensuelle, mais le mensuel, il y a une surtaxe à la prime de facturation. Et donc, quand j'itère de cette idée sur mon devis, j'ai un devis à 3 entrées. Et donc, j'ai un devis avec quel modèle économique, parce que c'était le moment de la signature électronique qui a aussi facilité et accéléré les process de décision dans les entreprises pour générer des contrats. Mais globalement, il fallait cocher la case, est-ce que c'est mensuel, pas mensuel? Si c'est mensuel, attention, il y a la case en dessous qui dit que c'est 250 € plus cher. Et en fait, d'une idée qui est bonne pour l'entreprise, le BFR négatif, moi, mon interprétation, elle est plus comme une contrainte. Cette contrainte, du coup, j'en fais une contrainte contractuelle. Et à la fin, ça fonctionne pas. Et en fait, je pense que ce devis, il a une durée de vie de 12 jours, enfin, 3 devis. Et je me dis, bah, en fait, OK, si Thibaut pense que c'est bien, bah, j'enlève. Et on a tout passé en annuel. Ouais. Et il n'y a plus jamais de modèle mensuel. Et c'était un peu early adopter, parce que c'est vrai que maintenant, on se dit, ah bah oui, mais tout le monde fait du paiement annuel d'avance. Là, il faut se plonger, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'était pas la pratique. C'était vraiment au mensuel, sur des engagements assez fermes et pas de paiement d'avance. Et donc, cette rupture-là, à un moment, c'est de se dire, OK, comment on simplifie la décision? Parce que si elle est saine pour l'entreprise, eh ben, elle devient après le choix. Enfin, justement, elle ne devient plus un choix, mais une obligation contractuelle du client. Donc, non, c'est assez drôle. J'ai failli la citer tout à l'heure, mais je vois que tu reviens dessus. Mais... Merci les gars pour ce partage d'expérience, ces conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez Addingwell? Est-ce que vous recrutez? J'ai compris qu'il n'y avait pas de projet de levée de fonds. J'ai compris que voilà, la société se développait très bien. Quels sont vos enjeux et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et voilà, si vous recrutez, etc., n'hésitez pas à partager. Bah, recrutement, oui, absolument, sur des fonctions de partie même produit dev pour aider l'équipe de Julien. Côté business, évidemment, avec un enjeu où ce qu'on souhaite, c'est l'international. On a aujourd'hui une partie de notre MRR qui est déjà internationale de par nos partenaires et du modèle Pay as you go. C'est quelque chose qu'on veut renforcer, même si le marché français, il y a encore beaucoup à conquérir et encore beaucoup de place pour faire une belle boîte. Mais on sait que c'est un produit qui est naturellement international et c'est un sujet où on parlait de pins tout à l'heure. C'est un sujet qu'on n'a pas craqué dans nos boîtes précédentes et à la limite le pins entrepreneurial que j'aimerais bien, c'est de dire tiens, ils ont ouvert l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne et franchement ça cartonne aussi. Donc ça à la limite on est preneur et après sinon juste qu'on continue à s'amuser, faire grandir les équipes et trouver soit le produit de demain qui continuera cette croissance ou soit le marché international. Mais non, en tout cas, plaisir partagé. C'était très sympa et on s'est replongé aussi dans quelques anecdotes. Donc c'est cool. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.